Goulinoises, bonjour. Bonjour à toutes les Goulinoises. Bonsoir si vous êtes le soir et que vous êtes en replay, mais on pense à vous aussi. Bonjour à toute la communauté YouTube et Twitch. Et bonjour à toi, mon petit Ben. Ça va bien? Salut Adam, bah écoute ça va bien, salut à toutes et à tous sur le chat, à toutes les Goulinoises et puis bien ouais ça va, plutôt en forme pour cette petite gouline qu'on vous a concoctée ce soir. Alors, Ben, faut que tu montes ton son, a priori. Il faut monter le son de Ben, d'accord. Alors, Est-ce qu'il faut pas baisser le son d'Adam par contre? Et voilà, c'est toujours le même problème. On accuse toujours les mêmes, j'ai l'impression. C'est vous le bonjour, dit Abraham Lincoln. Et c'est toi le Voilà, bonjour, maintenant wesh. ça va gueuler. Ah, s'il faut gueuler, faudra gueuler. On sait faire. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, hein, comme tous les lundis, de 18 h à 20 h. La Gouline, rendez-vous hebdomadaire, critique de la gauche. PLS. Bah, t'as qu'à arrêter. Nous, on utilise le son spatial, on n'a plus de problème, hein, par rapport à ça, tu vois. Le son spatial. Ouais, le son des haut-parleurs, quoi. Je veux dire, les sons de merde, parce qu'on n'a pas de casque, en fait. Voilà. Remonte ton micro, Adam, nous dit Somat. Ok, je remonte mon micro. Très bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux parler aussi plus fort, un peu, si vous voulez. Non, ça ira. En tout cas, je passe aussi le bonjour à Bayrou, notre ficus. Oui, évidemment, notre ficus Bérou, Tu qu'on vois, salue. Contrairement à Bérou, qu'on ne salue pas. véritable protagoniste. Évidemment. Voilà. Tu as bougé le câble et on t'entend pas terrible. Ah, ok. Et bah, on va essayer de triturer ça. Bah, et pendant ce temps-là, comble autour de Bayrou, hein, je sais pas moi ce que t'en Alors, penses. qu'est-ce que vous pensez de notre ficus Bérou? Est-ce que vous pensez qu'il a suffisamment de feuilles? Moi, je pense qu'il arrête de perdre ses feuilles. Qu'est-ce que Depuis vous en qu'on le pensez sur le nettoie, chat? c'est C'est une mieux. question extrêmement sérieuse pour vous, le chat. Depuis qu'on le nettoie, c'est mieux. Est-ce Alors, que c'est mieux? si vous nous écoutez, si vous nous regardez sur YouTube, venez faire un tour sur Twitch, Infoscope 21, la chaîne Twitch, Venez nous voir. où la Gouline est en direct chaque lundi de 18 h à 20 h environ. À peu près. Ça Environ, dépend. voilà. Ça À dépend. partir de 18 h, c'est sûr. Jusqu'à 20 h et plus si affinité. Non, c'est pas mieux, Adam, monte Oui. ton son sur la carte. Oh, je sens que ça va cracher. Pour une fois que c'est moi qui parle pas fort, tu vois. Il est bien vert. Oui, il est bien vert. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Staffy. Ça fait plaisir. Ça fait Ouais. plaisir à voir. Et moi, j'ai une question à poser pour le chat et à toi aussi, Ben. Est-ce que tu penses que Bayrou, le ficus, en a quelque chose à faire de l'élection du nouveau pape? Léon Croix, bâton V. Léon Croix, bâton V, est adoubé par notre ficus Bérou. Oui, je pense que. Ah oui. Oui, je parle au nom du ficus Bérou, puisque c'est un sans-voix. Il n'a pas de corde vocale, et je me fais le porte-voix du sans-voix. Et donc, je pense que. Le ficus au-dessus du pape, oui, effectivement, là il y a le Abémus pape, ficus. là il y a le ficus Bérou, tu Et vois. au-dessus, c'est le Soleil. Voilà. C'est toi qui l'as dit, hein. C'est toi qui l'as dit, hein. J'ai juste dit le soleil, hein. Genre vive le soleil. Tu sais que moi, quand on me parle de foot, je crois au miracle. Et ne cache pas que ça. En fait, je cache pas que ça m'a fait rire quand tu m'as envoyé ça. Dire qu'avant d'être pape, Léon XIV a été coach de Nantes. La L1 est vraiment le plus grand championnat du monde. Et le FC Nantes, c'est le plus beau club de l'histoire de France. Et je vous Est-ce que rappelle. tu crois que si on avait fait ce tweet avec quelques semaines de retard, on n'aurait pas dit la L1 mais la L2? Parce que peut-être que le FC Nantes sera en Ligue 2 l'an prochain. Mais attends, mec, tu vois, toi, tu ne crois pas un incroyant, tu ne crois pas au destin. Tu sais qui c'est qu'on affronte en dernière journée? Non. Montpellier. Ah bah moi je pense que Montpellier ils peuvent faire un quoi? truc du feu de Dieu Ouais, et mettre un 7-0 à FC Nantes sans aucun problème quoi. Léon 14 gratuit jusqu'au level Finger in the 70 nose. désormais, avec une sacrée quantité de contenu si jamais. Alors en parlant de contenu, moi j'ai pas trop, enfin j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Ah tiens dis donc. Salut à toi Triangulaire Dévastation HLBB. J'espère que tu seras bien striké par nos modos. Abraham Lincoln, c'est ton moment. Personne contournant probablement un bannissement. Restriction. Somatsatou a banni Triangulaire Dévastation HLBB. Merci Somatsatou. Les IA sont toujours les plus rapides. Et donc
quelles autres Eh, sucreries nous as-tu concocté eh à bien, part le fait que tant effectivement dans une qu'on fait des ancienne vie, blagues. le pape Léon XIV a été Claudio Ranieri, hein. Exactement, exactement, exactement. Bah écoute, tant que ma mémoire tampon fonctionne, et peut-être il est temps pour nous de me dire et que je vous dise à moi aussi, à vous aussi, de vous abonner à Infoscope et de devenir donateur. Alors là, hop les voilà. Oh, Soyez c'est beau. documentaire, C'est beau la soyez technologie, ça marche documentaire. une fois sur deux. Zut, quand je saute d'écran, il pop. Bah ouais, bah ça arrive, tu vois. En Voilà, fait, c'est un donc peu, ils se battent contre toi, tu vois. effectivement, c'est un lien sur deux, une source sur deux. Ça va être notre cagnotte pour la fin de leur monde. Parce qu'on aimerait bien qu'il y ait au moins un autre donateur et que ce donateur ne soit pas membre de l'équipe d'Infoscope. Donc, En tout cas, tout ça pour dire que le documentaire, quand même, hein, on peut le dire, il avance bien. ouais, Franchement, ça ouais, c'est ouais, intéressant. ouais. Le rythme, je trouve que bon, c'est pas mal hein, ce qu'on se donne. Moi, je me dis, faut qu'on augmente les journées, mais on en parlait, tu vois, ce matin en off, quoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est ce qu'on se disait. Pour être tout à fait honnête avec vous, on est présent du lundi au mercredi inclus ici dans notre local d'Infoscope pour travailler. On est entièrement bénévole, hein, donc c'est aussi un temps qu'on prend sur nous, sur le reste de nos activités privées, voire professionnelles. Pour autant, on va certainement élargir nos semaines bénévoles à Infoscope pour les prochaines semaines, histoire d'avoir une V1 ou du moins une version bêta du documentaire d'ici quelques semaines, d'ici le début juin, et qu'on puisse vous montrer aussi autour de vous. Et je crois que tu avais mis un lien, mais ce sera à la fin de la partie 1 vers notre Discord. Oui, Donc oui, oui, je oui, spoil, oui, oui, mais n'hésitez il pas à tease, il rejoindre tease. notre Discord parce qu'il y a beaucoup d'informations qui y circulent et que justement le travail préparatoire avant la sortie définitive de certains de nos travaux, dont par exemple notre documentaire qui est en cours de montage, vous pouvez en avoir un aperçu et nous faire des retours sur notre Discord, qui est une communauté à laquelle on participe quotidiennement. Voilà. Au-delà de ça, tu vois ce que je suis en train de ce que je suis en train de me dire, tu vois, là pour le coup, ça m'arrive spontanément, hein, tu vois. C'est que ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est une question que j'ai envie de poser au chat, tu vois. C'est savoir si ça vous intéresserait de faire qu'on fasse des live streams à un autre moment de la semaine. Par Mhm. exemple, tu vois, le vendredi matin, on pourrait présenter des séquences spécifiques du film, voir dans quel état d'avancement on se trouve. Ouais, des fois ça part même en débat, discussion idéologique. On va en reparler, ça, mon Abraham. On va en reparler. T'inquiète même pas. Exactement. T'inquiète même pas. C'est toujours instructif et constructif. Donc voilà, mais au-delà de ça, sur la proposition du contenu, moi je suis en train de me poser la question, mais c'est vrai qu'on en c'est un peu un serpent de mer, mais de se dire un deuxième stream, on pourrait en parler on pourrait le faire autour du film. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le chat, même toi, Ben, hein, Oui, tu vois, je veux oui, dire. bah moi personnellement j'y suis plutôt favorable, effectivement, qu'on puisse montrer lors d'un stream qui sera un stream très différent de la Gouline, mais qui sera sur Infoscope 21, notre chaîne Twitch, de montrer justement notre travail en cours de réalisation. Ça peut être le cas pour l'écriture d'un article, on s'était posé la question pour ce type de travaux, mais ça peut être aussi sur le montage en propre C'est ça, un stream react à notre d'un contenu. ou un stream React Ok, à notre contenu. ok, ça Ouais, marche. ouais, effectivement, un stream React à notre contenu, ça peut être pas mal. Plutôt que de nous voir galérer à, entre guillemets, faire des virgules sur des blocs de texte ou faire l'équivalent de virgule sur des blocs de montage, on peut effectivement vous montrer l'état d'avancement, par exemple, d'une séquence, d'une scène qu'on a montée Commenter le et que documentaire, vous commenter les nous... entretiens par exemple. Tous les voilà. entretiens, dans tous les entretiens, il n'y aura pas tout quoi. Ah oui, oui, c'est Tu sûr. vois, donc ça c'est pour ça que My Dream. Ouais les gars, on réinvente un truc, mais franchement, on en rediscute en temps et en heure, je pense les amis, parce que je pense qu'il y a peut-être une idée qui pop. Je pense qu'il y a effectivement bien du potentiel Ouais, dans l'idée ouais, de faire des streams, au moins un autre stream par semaine, enfin au moins, non, de faire un autre stream par semaine, notamment lorsqu'on travaille. Bon, ça demande un peu d'organisation pour nous, mais c'est tout à fait faisable et qu'on soit dans la React.
par rapport à notre propre travail, à notre propre contenu. C'était un peu l'idée de la Gouline avec l'idée de réagir à nos articles. D'ailleurs, je spoil un peu, mais c'est moi qui vais présenter l'article Oui, mais d'aujourd'hui le mec, mais parce vas-y, que fais le stream tout seul. ah Fais bah, le stream je tout le seul. fais tout seul, je le fais tout seul, mais quand tu veux. Non, plus sérieusement, parce que justement, l'auteur de l'article d'aujourd'hui se trouve à ma... pour vous, c'est la gauche ou la droite? Jaurès 49, vos Pour vous, c'est articles la sont des gauche. bangers. Pour moi, c'est la droite. Peut-être Merci que le pour vous, Jaurès c'est 49. la... Je sais pas. Oui, pour vous, c'est la gauche. D'ailleurs, Ben. Ouais, Adam. Bah, Adam, il a rejoint le ficus. Je sais pas Voilà, si voilà. on vous l'a dit. Adam, il a un côté un peu morpion. Et donc, il aime Je bien suis un amateur de plantes vertes. puceron, Je pardon. suis un amateur de plantes vertes. Et alors? Et donc, Et alors? il craint beaucoup Et les alors? coccinelles rouges, surtout à pois noirs. Merci Et beaucoup, Jaurès 49. N'hésite pas à nous suivre, à t'abonner sur tous nos réseaux sociaux. salut, merci Jaurès49 et bienvenue sur notre stream. Bienvenue sur nos... Il s'accroche. Je suis un limurien avec ce ficus. C'est Abraham ça. Lincoln. Mais au lieu de manger des bouts de feuilles, il les régurgite pour que le ficus bérou s'étoffe au fur et à mesure. Exactement, je l'éco-composte. Je vous suis depuis le début. Ah bah, Cimer. Cimer, ça fait plaisir en tout cas à entendre. Ouais. Un autre, l'occasion pour moi aussi de dire non, le premier terme était morpion. Je ne pourrais pas passer sur puceron. Comme vous voulez, comme tu veux. Et moi, je suis pas dans la sémantique. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Je veux dire, tant mieux. Hein, si vous m'appelez comme vous voulez. Hein. Alors, du coup, l'occasion pour moi de faire aussi un petit coucou à nos copains de Mycelium, à Oui. Cardi B et à Alex, pour ne pas les citer. N'hésitez pas à vous abonner à Mycelium Alors, Podcast. voilà, sur c'est Instagram. Mycelium Pod, donc MYCELIUM-POD, puisque vous ne le voyez pas. Oui, Vous ne le si, voyez si. pas, à moins de le remonter, à moins de faire quelque chose. Ah oui, si, on le voit là. Ah non, là t'as fait Bon, nimp. là, j'ai fait nimp. Là t'as fait nimp, t'as tout cassé. Ok, Vous voyez d'accord. l'idée, quoi. On voit l'idée, ouais. Voilà. D'ailleurs, on ne voit que l'idée. Oui, c'est un peu ça. Votre premier documentaire, un pognon de dingue, j'ai beaucoup aimé. Ah bah c'est gentil, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Est-ce que tu as vu la série documentaire Nous sommes en guerre aussi, disponible sur YouTube, tout pareil. Parce que bon bah écoute, hein, c'est toujours l'occasion de faire. Moi je fais de la promo permanente, tu vois. J'éco-composte comme Bayrou, j'éco-composte nos contenus quoi. Et non pas l'ami Celium, mais donner-leur du soutien aussi. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je sais pas qui c'est Celium, c'est vraiment un vrai truc, Abraham Lincoln. Mais effectivement, il faut donner du soutien à Mycelium, qui est un truc powered by Infoscope. Powered by Ah ouais, Infoscope. alors là, Surtout c'est l'anglais Ouais, approximatif. Niveau 1 sur 20. Surtout qu'on va voler leur créneau là ce Alors, soir. C'est t'es bon. déjà passé sur. Oui, Ah ouais, oui, sans transition aucune, voilà. on passe de l'instant voilà. promo aux blagues sur le pape, Exactement, au FC Nantes, à notre exactement. première source réelle, quoi. Exactement, Au premier sujet. L'émission commence. Voilà, ça y est, c'est bon. D'accord. Ok, bam. Des fois, faut arrêter, tu vois. Des fois, faut arrêter. Voilà, Somat, merci. Si tu peux, Merci, Somat. épingler ça sur le chat, ce sera super. Ce sera très, très, très bien. Bon, alors, première source qui a été, qui nous a été envoyée justement par Somat sur le retour des pesticides tueurs d'abeilles, une vidéo de Vivre moins con qui fait un partenariat rémunéré avec Polynis. Mais vous allez voir à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça signifie cette histoire. J'ai oublié de mettre le son. Ah, ils ont pas le son. Ah, bah écoute, on est en train de gérer ça en off. Ça fait petit.
Ok, alors on peut faire un petit commentaire. En fait, c'est l'histoire de Sven Nils. Non, mais il va régler ça, notre cher régisseur son, pendant ce temps-là. Bon, en gros, l'histoire, bah, je vais mettre en pause hein, pendant ce temps-là. Hop. Oui, vas-y, merci Somat. La ruche doit être sauvée. Oui, voilà. En gros, l'histoire, c'est que on a un projet de loi qui est fait par Laurent Dupont, qui appartient à la droite, ou je crois que c'est LR auquel il appartient, donc c'est un sénateur, il me semble, qui propose un projet de loi. Donc c'est un ancien représentant de la FNSEA, donc la Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole, qui est donc l'équivalent du MEDEF pour le milieu agricole. C'était aussi un représentant dans la FNSEA, veut créer une loi pour, entre guillemets, dynamiser le monde agricole. Et du coup, dans cette loi, il propose donc la restauration de l'utilisation des néonicotinoïdes. Bon, je l'ai réussi à le dire du premier coup. Je suis trop fort. Je suis trop chaud. Faut quand même le dire. Personne peut me le dire? Personne peut me... Non, 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 d'accord. non. D'accord. Donc, On va c'est pas... tous galérer après à le dire, et là, on se dira, ah ouais, il avait géré Adam à ce Oui, moment-là. oui, oui. Mais c'est pas maintenant qu'on va te féliciter. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah C'est- écoute, ok, très bien. Alors, si certains ne sont pas à l'aise avec les acronymes, LR, les réactionnaires. Ouais, Voilà, oui, c'est pas mal exactement, ça. exactement, exactement. Et donc, le prétexte qu'il y donne, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, l'agriculture française, elle est déficitaire. Et dans les faits, c'est vrai. Par exemple, l'agriculture française exporte beaucoup, beaucoup, mais importe plus qu'est-ce qu'elle n'exporte. Voilà. Aujourd'hui, l'agriculture française, elle n'est plus autosuffisante. Elle ne permet plus l'autosuffisance en France. Et aujourd'hui, bah, on est face à un véritable dilemme, entre guillemets, dans un besoin de nourrir tout le monde sur la quantité. Et donc ça, c'est un peu le modèle de l'agriculture dominante, quoi. Est-ce que on entend le son? C'est normal parce que Arctic n'est pas mis sur le côté droit du AOBS. Ok. Ah oui. Narmol Kid Dame Cardi B, si je puis me permettre, au vu du Non, sujet. navigateur ne marche pas. On n'a pas le son du navigateur. Bon, bah, Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pouvoir parler. Non, mais on peut passer à autre chose si tu veux, Somat, t'inquiète. Euh, Hop, je vais reprendre le contrôle. Voilà, la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Ça va être beaucoup plus simple. Euh, veux-tu le mettre sur... oui, je vais le mettre directement sur... Magnifique. Voilà, Oh là là. superbe, On a superbe. même un Stream Deck. Exactement, ah, exactement. On n'arrête pas le progrès. Mais du coup, voilà, cette proposition de loi qui vise à lever les contraintes de l'exercice du métier d'agriculteur, qui veut donc lever l'utilisation, enfin l'interdiction de l'utilisation des néonicotinoïdes, ces fameux pesticides qui sont tueurs d'abeilles, pour des stratégies de court terme, parce qu'on n'arrive pas à nourrir, parce qu'il y a des problèmes de quantité, parce qu'il y a des problèmes de masse, il y a une véritable crise agricole. S'il y a eu des mouvements ces dernières années, c'est pas pour rien, en fait, en réalité. Alors, la question, elle est simple. Pourquoi l'agriculture française est-elle autant dépendante des pesticides? Pourquoi l'agriculture française est-elle autant dépendante des pesticides? Parce que l'agriculture française n'est pas isolée du reste du monde et que l'agriculture mondiale en général est dépendante des pesticides, tout simplement parce que dans l'agriculture mondiale, il y a eu une prise de pouvoir, on va dire, à grande échelle, de l'industrie chimique, du fait du jeu du marché, du fait du jeu du capitalisme, il y a eu une prise de pouvoir de l'industrie chimique sur les productions agricoles, et en particulier sur tout ce qui est
herbicides, pesticides. L'industrie chimique, c'est aussi Monsanto qui fait justement fait des croisements génétiques pour essayer d'avoir aussi des OGM, des choses comme ça, et donc des pousses particulières, des variétés nouvelles, etc. Et tout ça, c'est l'industrie chimique. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut que l'agriculture française change et se transforme et se libère finalement du carcan que sont les pesticides et notamment les pesticides tueurs d'abeilles, hein, puisque le but de ces pesticides, c'est pas spécifiquement de tuer les abeilles, mais c'est de tuer des espèces invasives, voire destructrices pour les récoltes. Mais le fait est que ça tue les abeilles qui sont des insectes pollinisateurs qui permettent la biodiversité et à moyen et long terme le maintien d'une vraie diversité des plantes et de la faune. Pour que l'agriculture française s'émancipe de tout ça, il faut que l'agriculture mondiale s'émancipe de tout ça, puisqu'aujourd'hui, nous sommes trop dans un univers interconnecté, y compris la France. L'agriculture est un des joyaux de la France et que le but de l'agriculture française n'est pas seulement de nourrir les Français, c'est aussi de nourrir une partie du monde, Exact. simplement parce qu'il y a des pays qui ont moins de capacité agricole que le nôtre. Nous sommes le pays de l'Union européenne le plus vaste, hein, en termes de superficie. Nous sommes peut-être le pays avec le meilleur climat dans l'Union européenne pour ce qui est de notre agriculture, et peut-être même à une échelle encore plus large que l'Union européenne. Et donc cela fait de notre secteur agricole un secteur d'excellence, qui ne provient Ouais, on le pas. voit bien dans l'article là, tu vois. Là, ce Ouais, qu'ils en parlent, là, les chiffres déclinants dans la balance commerciale agroalimentaire française. Donc, on voit là pour ceux qui ne voient pas sur l'article, parce que c'est vrai que c'est écrit en tout petit peut-être, mais le solde commercial en 2011 était de 12 milliards d'euros. Bon, il a été divisé par deux en 12 ans, mais il est quand même positif. Tout à l'heure, je disais qu'il était ouais, négatif. Non, en fait, il est quand même positif. Donc, ça confirme cet aspect de ce que tu disais comment dire, que c'est un joyau de l'économie française, notre modèle ouais, agricole, mais que c'est un modèle qu'on est en train de saccager en fait. ouais, C'est un peu ça le problème. Et tu soulèves un peu quelque chose qui est intéressant en fait dans cette idée que cette problématique, la problématique de l'alimentation mondiale, c'est une problématique mondiale. Euh, Parce que dans dans ce contexte-là, euh, la vraie question moi que j'ai envie de poser, c'est quel rôle en fait doit avoir l'agriculture française spécifiquement dans ces mutations mondiales qui arrivent. Ben, on en parlait un peu en off ensemble, justement en préparant cette émission. Je pense, à titre personnel, pas forcément c'est quelque chose de très étayé politiquement, confronté à beaucoup d'idées contradictoires ou quoi, mais je pense que de par leur rôle dans la production et dans la société, les agriculteurs sont les premiers écologistes en puissance. C'est-à-dire que ils sont les gardiens de la terre, ils sont ceux qui travaillent la terre. Ils cultivent, ils élèvent, et donc ils ont un lien très particulier vis-à-vis de la terre. Je parle évidemment des agriculteurs qui sont dans les fermes, dans les champs, dans les stabulations, et pas des multi-propriétaires de terres agricoles représentés spécifiquement par la FNSEA. Et donc, oui, ce sont les plus gros pollueurs, c'est des DELRU, c'est vrai. Le problème, c'est C'est plutôt l'agro-industrie. ouais, c'en Et a les peut-être. plus gros pollueurs, oui, mais quand je disais aussi que ce sont les premiers écologistes en puissance, c'est que ils ont intérêt à ce que l'agriculture devienne de plus en plus écologique, et que aujourd'hui, je pense que les transports, par exemple, avec les émissions de gaz avec le pétrole, etc., c'est énormément de problématiques écologiques, mais je pense que l'agriculture, c'est encore plus de problématiques écologiques. Et donc, les plus gros pollueurs, je dirais que c'est la bourgeoisie capitaliste, Voilà, ça y est, les et termes sont que dits. la bourgeoisie capitaliste,
par définition, est présent dans tous les secteurs de l'économie, y compris l'agriculture, puisqu'il y a des multipropriétaires qui possèdent des milliers d'hectares de 80% terres. du territoire français, enfin du territoire des terres arables en France, comme dirait Olivier Morin. Je reste 49, tu parlais d'un pognon de dingue. Bah écoutez, ça me fait penser à cette interview avec Olivier Morin, où il disait que Ouais. 20% détenaient 80% des terres arables en France. Ouais, Voilà, c'est c'est ça ça. l'état de C'est ça. l'agriculture Et en donc, ça France. veut dire qu'il y a 80% des agriculteurs qui se partagent seulement 20% des terres cultivables et arables sur lesquelles on peut élever des troupeaux. J'en Et profite donc, pour dire bonjour à Cardi B, je sais pas si on a eu l'occasion de te le ouais, dire, puisque salut Cardiatouba, salut Cardi B. Et bah de rien pour Mycelium. De toute façon, on va suivre ça avec un très ce qu'on grand va, intérêt. ce qu'on va continuer à suivre aussi, c'est évidemment si vous voulez participer à cette lutte, vous pouvez signer enfin, participer à l'action de, comment il s'appelle, Vivre moins con, son fameux partenariat sponsorisé avec Polynice, qui organise donc une campagne de mailing pour dire non au retour des néonicotinoïdes. Ouais. Néonicotinoïdes, j'ai failli le dire d'un coup, Oui, 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 mais oui, oui. 48 210 ont envoyé un email, allons à 50 000, on n'en est pas loin, il suffit de Voilà. remplir quelques informations du genre le courriel, le code postal et le prénom et le nom de famille. Voilà. Et Ça nous envoyer permet un mail. notamment d'interpeller les parlementaires. Donc voilà, c'est quelque chose de très important pour justement Par exemple, si vous êtes danger. mettre la pression parce que en fait sur le législateur il y a une pression qui existe, c'est Allez, on le fait en la direct live. pression du lobby. Et en particulier du lobby chimique, c'est-à-dire Monsanto, qui appartient maintenant à Bayer, qui fait un lobbying intense au niveau du Parlement européen, mais aussi au niveau du Parlement français, auprès des sénateurs, auprès des députés français. Et donc, il faut... bah, je vois que tu essayes de remplir la pétition en mettant n'importe quoi. Bon, pourquoi pas, hein, après tout. On est à Écouflant apparemment maintenant. Moi, c'est nouveau, c'est frais, c'est la fraîcheur incarnée. Et bah, Somat Abraham qui s'est Lincoln, barré. c'est le système qui pousse les agriculteurs qui sont particulièrement bas dans la hiérarchie sociale. Au vu de leur précarité particulièrement grande, ils sont poussés par le système capitaliste et le délire de compétitivité à utiliser de plus en plus de polluants. Et donc, ils sont un outil de pollution, mais ils en sont plus victimes que responsables, je trouve. Et c'est tout à fait vrai. Par exemple, on a beaucoup parlé de deux polluants principaux utilisés dans le milieu agricole, c'est les néonicotinoïdes, et bam, je te l'ai dit. Et le deuxième, c'est le glyphosate. Et le Ça glyphosate, fait César. par exemple, des cancers aux agriculteurs qui l'utilisent. Et le glyphosate est aussi un herbicide ou un pesticide, je ne sais plus, mais je sais que ça évite entre guillemets beaucoup de travail et de passage pour labourer la terre ou pour de passage de tracteur sur le champ, mais pour autant c'est quelque chose d'extrêmement dévastateur le glyphosate, et que autant sur le glyphosate que sur les néonicotinoïdes, j'ai failli le dire, eh bien il y a eu des directives européennes qui allaient dans le bon sens. Et le macronisme, qui se veut ultra pro-européen, etc., n'a pas été spécifiquement bon élève, hein, au contraire, a été plutôt dans la logique, les gouvernements macronistes successifs ont été dans la logique de plutôt repousser la réglementation, avec toujours ce discours de réglementer, c'est mauvais pour la croissance, c'est mauvais pour l'économie, c'est mauvais pour la libération des forces productives, alors qu'on sait très bien que ce qui permet l'agriculture d'excellence, ce qui permet d'avoir de bons produits dans nos assiettes, et dans les assiettes de tous ceux qui profitent de l'agriculture française, et ce qui permet d'avoir une excellence de qualité nutritionnelle et gustative de nos produits agricoles, c'est principalement la bonne réglementation. Une bonne réglementation, une bonne régulation, et que plus on réglemente, plus on encadre, et sans abandonner, mais au contraire en accompagnant les agriculteurs vers le respect de ces normes, eh bien, ces normes, elles sont utiles vraiment à une agriculture d'excellence. Et d'ailleurs,
dans la place qu'occupe la France au niveau de l'agriculture mondiale et au niveau de l'économie mondiale en général, le seul moyen pour la France de s'en sortir économiquement, c'est de proposer des produits à très haute valeur ajoutée. Et si on ne propose pas ces produits à haute valeur ajoutée, si on est dans la logique de ultra concurrence à essayer de faire moins cher que les autres, comme le veut le système, eh bien, on serait sur quelque chose qui serait encore plus destructeur. Et c'est malheureusement le propre de la politique économique macroniste. Et t'as dit tellement de trucs, t'as fait un tunnel de je sais pas combien de temps là, on aurait dû calculer. On aurait dû 7 calculer. minutes et 32 secondes. Voilà, c'est Voilà. exactement ça. En tout cas j'espère que ce débat, en tout cas, ça fait entrer des débats. C'est plus le problème des fléchages des subventions, en partie aussi. Effectivement, je crois savoir que la France donne plus à la politique agricole commune qu'elle n'en reçoit. Et quand on sait qu'aujourd'hui l'agriculture française a énormément de problématiques, enfin a d'énormes problèmes, comme tu le disais si justement, Benoît, bah évidemment, ça pose la question, l'intérêt d'avoir cette politique agricole commune. Mais en même temps, c'est normal aussi de jouer. Enfin, tout le monde est content d'avoir, par exemple, du fromage hollandais ou je ne sais pas. Donc, tout ça, c'est un débat qui doit se mener de manière globale. En tout cas, je vais laisser le point et le mot de la fin à Somat. Et notamment parce qu'il a mis la super transition. Petit aparté, il faut arrêter de mettre en avant la cagnotte et l'OASO. Ils prennent entre 10 et 30% sur les dons. C'est pas vrai. Pas vrai. La plupart des plateformes qui permettent le financement participatif et les cagnottes prennent un pourcentage. LOASO, quand on fait un don, ils proposent de prendre, en plus du don qui va intégralement à l'association qui fait la campagne, ils proposent de faire un don supplémentaire à la plateforme LOASO. C'est plus proposé, ça a changé. D'accord, alors on va se repencher dessus et on va On effectivement. vous tient au jus. Mais Ok. tout ça pour dire que, bah écoutez, abonnez-vous, les loulous. Abonnez-vous. Promo, voilà, Oh, c'est abonnez-vous à magnifique. Infoscope. On est sur tous les réseaux sociaux et je fais un petit shoot-out à notre Discord. Évidemment, bon, alors là, en fait, j'ai pas pu mettre évidemment le Discord en privé, mais pour ceux qui n'ont pas Discord, eh bien, inscrivez-vous sur Discord et Voilà, c'est rejoignez-nous, sur la le communauté message de promo gaullinoise. Infoscope 21. Devenez Infoscopeur. Rejoignez-nous sur discord.gg/le lien. Cliquez sur ce Voilà, lien, voilà notre W3D. Discord avec un gros cœur violet. Et Voilà. ben c'est exactement ça qui vous permettra de participer à la communauté Infoscope, de participer à la communauté goulinoise en général et aussi de voir l'avancée de nos travaux. Et on est bien. Et parce que pourquoi je fais aussi un shootout à ce Discord? Parce que on crée des débats complètement random. Comme disait Abraham Lincoln en début d'émission, euh, moi j'aime bien les débats dominicaux, tu vois. Je me lève, il est à peu près pas 14h du matin, tu vois. J'arrive, Ouais. je vais au local à 16h un dimanche. Pourquoi je vais à un local à 16h un dimanche? Et bah pour écrire un super article. Et à ce moment-là, je suis en train de me dire, bon, ma journée n'était pas assez compliquée, j'ai dit beaucoup de choses. Et oui, et oui, et oui, tu as dit beaucoup de choses, Abraham Lincoln. Et nous en sommes tous témoins ici dans cette pièce, même le ficus en est témoin, Abraham Lincoln. En tout cas, moi, ça m'a trotté cette histoire. Parce que, sans faire de spoil, là, justement, dans l'article, on va citer Dany, j'ai cité Dany et Raz. Et cette affaire Dany et Raz, et moi, ça m'a assez marqué pendant ce week-end. Et je me suis posé la question, tiens, créons un débat. Et je trouve que c'était un débat super intéressant sur la question de Dany et Raz. Et il est venu, lors de la Gouline, lors de cette discussion, de se dire, au pire, on en fait un débat en live. Et au début, j'étais pas chaud. Et maintenant, je suis un peu chaud, en vrai. Ouais. Donc, de parler de cette histoire, donc de Dany et Raz, voilà, de cette fameuse affaire, comme ils disent, avec des pudeurs de gazelle. Il a loupé la muscu à cause de ça. C'est dire, ouais, parce que maintenant, je suis déconstruit, je vais plus à la muscu, je suis plus mascu, tu vois, Somat. Tu peux faire de la muscu et te déconstruire, hein. Oui, c'est vrai, non mais C'est c'est pas bon. interdit. Ah, C'est juste que c'est tu bon, trouves des c'est excuses bon, nouvelles, c'est quoi. bon. Au secours, il dit. Au secours, il dit. Non mais par contre, en fait, c'est un élément intéressant. Mais moi, j'ai pas envie de revenir sur tout le fond de l'affaire. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder
l'enquête qu'a menée Mathieu Burgalassi, Dani Caligula accusé. Ce que vous devez savoir, ça dure 1 heure, c'est vrai. Mercredi, pas d'excuses. Je sais où tu habites. C'est à moitié une menace, à Oui, moitié oui, oui, Terminator, oui, donc oui. c'est doublement menaçant. Le retour de l'homme couscous. Mais alors, c'est qui l'homme couscous, Abraham Lincoln? En tout cas, voilà. Bon, pour en revenir Ouais, sur ce truc, pour en sur cette revenir sur histoire, Dany Erraz, sur parce que Dany c'est un Erraz, vrai sujet. voilà. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et personnellement, je ne suis pas spécialement familier du Twitch game et des streamers, des youtubeurs. Et donc, il y a eu un long article de Mediapart, violence psychologique et sexuelle. Des femmes accusent Dani Caligula, si tu peux remettre juste la fin, le streamer montant de la gauche française. Voilà, donc streamer, c'est un peu ce qu'on fait nous, c'est de parler en direct dans des émissions. Et justement, avec Raz, donc Dany et Raz, ils ont fait un binôme pour justement, depuis 2020 à peu près, faire monter des idées de la gauche radicale, notamment proche de la France insoumise. Et il y a eu effectivement des affaires de violences sexistes et sexuelles dont Dany s'est rendu coupable. Et il y a eu toute une affaire autour de ça et qui interroge. Personnellement, je me suis pas spécifiquement penché sur ce cas-là, mais pour celles et ceux qui souhaitent se pencher sur ce cas-là, c'était Mathieu Burgalassi, voilà, voilà. Mathieu Burgalassi qui a fait un travail Moi que Ben ne d'une connais pas heure. non plus. T'as qu'à regarder la vidéo, putain. Qui a fait un travail d'une heure pour reprendre vraiment les faits les uns après les autres, un vrai historique et un vrai, justement, pour rappeler exactement ce qu'il s'est passé. Et C'est basé, je dois avouer, c'est basé en 1 heure. Franchement, c'est très bien, c'est très bien fait. La défense est terrible. Effectivement, la défense est terrible. Mais il y a un sujet auquel on n'en a pas parlé, en fait, dans cet article. Parce qu'on s'est beaucoup focalisé, effectivement, Abraham Lincoln nous parlait de Clément Viktorovitch. Mais ils sont pas les. Mais je souligne que l'article de Mediapart, il termine sur une chose. Sur le témoignage de Maudie et d'Ultia, qui sont elles aussi 2 streameuses, Maudie et Ultia, Maudie ici, Ultia là, qui sont 2 streameuses. Maudie, vous la connaissez si vous êtes abonné à Blast ou que vous regardez les vidéos de Blast, c'est elle qui anime avec Cotentin, host politique, l'émission Contraste, qui est une émission de sociologie qui est vraiment, vraiment passionnante. Ultia, qui fait partie du streameuse de divertissement, c'est pas moi j'avoue, c'est pas ma cam, mais elle a été connue pour des histoires de cyberharcèlement. Ça a été l'une des premières streameuses à l'avoir portée sur le terrain juridique. Et Ultia aussi explique que elle-même, elle a été victime. Et comme elle dit dans l'article, hop, je le remets, il y a une espèce d'omerta autour de Dany Erraz. Là, ici, hop, c'est intéressant de voir ça. Pareil, Maudie qui ne veut pas parler parce que c'est un côté boys club. Et pour ceux qui ont déjà été Ultia harcelé non-stop par des masculins fans de Inoxtag et Pfut, oui, voilà. La culture du viol, tout ça, tout ça. Et en fait, moi, c'est surtout parce qu'on parle de stream. Là, c'est quand même un sujet qui nous intéresse directement, en fait. Là, on parle du stream de gauche, là. Vraiment, c'est sérieux. Et dans le live de Clément Viktorovitch, il disait un peu la même chose là-dessus. C'est que nous, on est entre guillemets, dans le même camp comment ça s'appelle, Dany Erraz. Et Dany Erraz, effectivement, leurs travaux, ils sont dans utilisés la pas même que par nous. veine que ce qu'ils font quand ils streament, pas de ce qu'ils font de leur vie privée. Exactement. Bah voilà. Mais le problème, c'est que quand ils streament, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller dans des streams, on l'avait dit en off, on voit bien qu'ils ont une approche un peu, tu vois, immature. Et leur positionnement un peu jusqu'au boutiste, révolutionnaire, je veux dire, être un peu ce trait d'union entre la gauche radicale et l'extrême gauche pour aller encore plus loin, ouvrir la fenêtre d'Overton encore plus à gauche avec une vision ouais, un peu nietzschéenne. Est-ce que, bah, d'une certaine manière, ça, moi cet article-là, il confirme en fait finalement cette vision, une vision qui existe à gauche, qui est une vision de nature viriliste et qui pose la question si la fin justifie les moyens, tu vois.
Alors, il y a deux questions là. Je pense qu'il y a la question où il y a eu beaucoup d'affaires qui ont éclaboussé une partie de Comme de si la Mélenchon bourgeoisie. défendait Katniss. Il y a eu beaucoup d'affaires Bah oui. qui ont éclaboussé des hommes de la bourgeoisie, des hommes de droite, mais en fait, on sait très bien que en fait, la gauche, elle n'est pas du tout imperméable aux violences sexistes et sexuelles. Et donc, la gauche, elle est traversée exactement de la même manière que toutes les sphères de la société par la question des violences sexistes et sexuelles. Et il n'y a pas que Dans le les chat, stars du show si. Attends, business. 30 secondes. Dans le chat, on fait le trigger warning réglementaire pour dire qu'on va parler de sujets donc, de violences sexistes et sexuelles. On ne le fait jamais assez, mais si ça choque ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à en venir en débattre déjà. Et si c'est vraiment trop dur, bah, euh, voilà, au moins vous Passer serez sur un prévenus. autre Oui, stream, bien voilà, sûr, voilà. évidemment. Après, je pense pas qu'on va rentrer dans les détails et on va pas forcément aller dans les témoignages. On va plus aller dans les réactions en fait Ouais, qu'on peut voilà. Pour avoir par moi, rapport à ça. cet Est-ce aspect que la fin politique, en fait. justifie les moyens? Et justement, les moyens et la fin, c'est-à-dire par exemple le combat politique de Dany Heras qui ressemble un peu à notre combat politique, c'est-à-dire vulgariser des concepts de gauche, défendre une gauche radicale par rapport à une gauche trop modérée, des choses comme ça. Ça, c'est la fin. Et les moyens, c'est par exemple défendre l'indéfendable. C'est des choses du genre ce qu'a fait justement Dany quand il a essayé de se justifier, et c'est pas de la maladresse, c'est clairement des aveux de culpabilité quand il s'est, si j'ai bien suivi, quand il s'est exprimé pour la première fois sur les accusations dont il a fait l'objet, il a démontré qu'en réalité il était bien coupable. Et donc c'est ça, est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que le combat politique qu'on mène, pour autant, enfin le combat politique ou la bataille culturelle ou tout ce qu'on on peut l'appeler comme on veut, mais toute la bataille de l'information, comme nous on l'appelle, ça mérite d'employer des méthodes brutales? Je ne pense pas, effectivement, bien sûr. Et il a reconnu avoir forcé la fille à rester. Et là, effectivement, trigger warning, et menacé de se suicider pour qu'elle reste avec lui. Et ça, c'est sûr que le chantage au suicide, pour celles et ceux qui ont connu ça dans leur vie de la part de leurs proches, parce que généralement, c'est auprès des proches qu'il y a certaines personnes qui usent de ce chantage. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Mais au-delà de ça, est-ce que la fin justifie les moyens? Non, parce que autant chaque moyen doit être discuté et il ne faut en exclure aucun au préalable, à mon sens. Et il ne faut pas être dans une logique où on va se croire totalement pur et les mains extrêmement propres, quoi qu'il arrive, malgré la rudesse de notre société, des combats qu'on mène face à la droite, face aux fascistes. C'est sûr que des fois, il faut un peu se salir les mains, mais salir les mains, ça ne veut pas dire salir nos esprits et salir les mains des personnes qui l'ont pas décidé à notre place. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a eu, si j'ai bien compris, des effets de meute tels que Ultia en témoigne sur l'article de Mediapart, des effets de meute. Il y a eu, je pense, effectivement, des justifications qui n'en sont pas, qui ont tenté tant bien que mal de laver les agissements de Dany. Et en réalité, là, ce qu'on voit, c'est que les moyens influencent la fin. C'est qu'en fait, ces moyens brutaux, ces moyens indignes du combat politique, et en particulier du combat de gauche qui se veut féministe, qui se veut inclusif, qui se veut contre les discriminations, eh bien, quand on utilise des moyens brutaux, ça finit par discréditer la finalité de ce pourquoi on se bat, ça finit par discréditer la cause, et c'est particulièrement contre-productif. C'est des armes qu'on donne à nos ennemis, et, J'espère que ça va. plutôt que de donner des armes à nos ennemis, il faut plutôt être, j'ai employé un terme un peu religieux, mais
plutôt chercher une forme de rédemption, forme de repentance quand on a mal agi. Personnellement, je pense que on peut. La première chose, c'est de l'assumer. Et la deuxième chose, c'est de tenter de réparer le mal par une remise en question, par la réparation auprès des victimes, par un certain nombre de démarches qu'on peut employer. Et puis, être dans l'humilité aussi. Et pour ça, effectivement, pour tout ça, je pense que ça demande de la maturité, particulièrement de la maturité politique. Et je pense que Dany et Raz, spécifiquement, parce qu'ils ont été streamers avant d'être réellement militants, et que je doute qu'ils aient un jour réellement diffusé des tracts, qu'ils aient réellement collé des affiches, qu'ils aient réellement fait des boutons de veste pour aller convaincre des gens, et je doute qu'ils connaissent réellement ce qu'est la politique sur le terrain, eh bien, je pense qu'ils ont manqué atrocement de maturité politique. Voilà. Alors là, t'as été encore une fois délicieux, mon Benoît Delru, délicieux, délicieux. Il a dit des choses quand même qui font plaisir sur ce manque de maturité politique. Ça a fait réagir en tout cas. Ça découpe ce soir. Ah bah bien sûr, bah bien sûr. Mais tu vois, en même temps, et j'irai pas aussi loin que toi, Somat, quand tu dis que bah c'est un étron. Je suis pas dans ce que tu disais, les gens aiment trop défendre leurs héros et donc du coup, à l'effet inverse, brûler vos idoles, même si Iconoclaste. oui, voilà, je suis d'accord qu'il est important d'avoir un regard critique sur toutes les productions que l'on fait, y compris par ceux que vous kiffez. Et ça s'implique aussi, tu sais, pour nous, hein. Moi, je le dis avec toute la tranquillité possible. Je veux dire, et j'en enjoins. N'oubliez pas, chers amis goulinoises, que bah oui, quand vous regardez un des streams, aucun stream n'est jamais neutre, tant politiquement que socialement, que culturellement, qu'économiquement, que tout ce que vous voulez. Mais évidemment que un stream et un streamer ou une streameuse n'est jamais neutre. Donc faites attention, même quand on parle, et surtout quand on parle de politique. Parce qu'aujourd'hui, ce genre de mécanique-là, c'est le risque qu'on puisse arriver, et c'est pas un risque, parce que c'est arrivé, ça y est, on y est même, on est dans ce sillon-là aujourd'hui, et c'est permis avec une nouvelle façon de faire de la politique, mais on est dans ce sillon où les rapports politiques n'ont jamais été autant brutaux, en particulier à gauche. Et c'est pour ça que je dirais jamais que Dany, en tout cas, peut penser que c'est un étron. Bien sûr que je peux le penser. Mais jamais je lui dirais, je préférerais dire que ça restera un camarade. Et ça, tu vois, c'est aussi important de faire amende honorable par rapport à ça. Oui, je sais, non, on peut pas dire ça. Là, je sais que là, c'est un vrai, là, c'est un vrai débat. Je comprends et c'est pour ça, encore une fois, que tu vois, j'y vais avec toutes les pincettes qu'il faut. Encore une fois, si c'est un débat qui est très compliqué, qui est trop compliqué, et bah écoutez, au moins vous aurez été informé par rapport à ça. Ce que je veux juste dire par rapport à ça, et je termine juste par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, il est de notre responsabilité de faire en sorte que les pratiques changent en fait. De faire en sorte que les pratiques changent. C'est pour ça que je dis que c'est notre responsabilité à nous aussi en tant que bah, collectif, comme à Infoscope, de présenter d'autres pratiques, notamment un autre rapport à sa communauté, comme on a un autre rapport à l'information, etc. etc. Ça, c'est pour moi l'un des enjeux qui va nous permettre bah, de développer justement un discours majoritaire. La brutalisation ne se situe pas dans l'augmentation des violences, mais un changement de curseur. Oui, voilà, ouais, exactement, exactement, Somat. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je l'ai un peu mal exprimé, peut-être, mais c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors, tu vois, ça s'applique aussi à n'importe quelle œuvre. Personnellement, j'ai aimé ouais. la série Astérix de Chabat. J'avais un goût dans le fond en entendant Darmon. Et tout le Ouais. monde connaît et on peut multiplier, hein, c'est toujours le même débat, hein, vous le savez, hein. Après, être camarade ne veut pas dire être ami, ne Exact. veut pas dire soutenir, ne veut pas dire, mais Même effectivement avoir des rapports. considérer ou même avoir des rapports, effectivement. Mais pour moi, ça fait typiquement écho
à l'affaire Quatennens. C'est-à-dire que, mais toute proportion gardée, parce que je crois que la gravité des faits reprochés ou réellement dont il s'est rendu coupable, Dany, sont plus grands encore que la gravité des faits dont Adrien Quatennens a assumé sa culpabilité. Mais le lendemain de sa condamnation en justice, Adrien Quatennens était invité pour une interview fleuve avec Bruce Toussaint sur BFM TV pour se faire passer pour la victime et pour faire passer son ex-compagne pour la réelle Ouais, responsable c'était odieux ça. de ces violences-là. Et ça prouvait que il n'avait absolument pas conscience ni de la gravité de ce qu'il avait fait. Il ne se remettait pas en question, il n'assumait pas puisqu'il ne prenait pas conscience, et il n'était pas dans une logique de justement de déconstruction, de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui a fait que j'ai merdé, etc. On parle beaucoup de déconstruction, et pour celles et ceux qui l'ont pas vu, et notamment pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à voir Bref 2 parce que c'est un vrai. Il Non, fait la c'est. pub pour Disney, mais il est fou, lui. Il est euh, fou. Il est fou. Clippez ça. Clippez ça. En même temps, il y en a d'autres qui font de la pub pour Netflix, Astérix de Chava, mais Ouais, non, ouais, plus voilà. sérieusement, Bref Lui, il a 2, le droit, c'est lui qui maîtrise le chat. C'est un vrai truc sur la déconstruction. S'il y a bien un sujet qui est abordé dans Bref 2, c'est la déconstruction, et c'est abordé de manière très intelligente, je trouve, et ça fait écho à beaucoup de nos vécus, et moi, ça m'a particulièrement touché, et je doute qu'Adrien Quatennens ait fait cet effort sur lui-même, parce que on vit dans le patriarcat, on a été élevé dans ce système-là, et quand on est un homme, on est amené à être violent, à reproduire de la violence sur les femmes, sur les filles, etc. Et donc, il faut savoir se remettre en question, et c'est le seul moyen pour nous d'être les meilleurs alliés des féministes femmes qui justement se battent pour leurs droits. Et Bah, surtout que, y compris, j'ai envie de dire même, ça nous concerne, hein, je veux dire, le féminisme est un humanisme, n'est-ce pas? ouais. Mais ça nous concerne aussi, nous, en tant que mec, pas de la même manière. J'ai envie de dire vraiment pas de la même manière, vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais aujourd'hui, si on veut faire société, ça implique aussi à nous de nous poser notre question et de notre réflexion de qu'est-ce que c'est notre rapport à la masculinité. Et voilà, Somat, le problème c'est un schéma pour Dany. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent de VSS. Ça peut paraître que c'était une erreur exceptionnelle. Katniss disait qu'il avait fauté une fois et qu'il ne fallait pas lui lancer la pierre. Oui, mais et encore, tu vois, parce que en fait aujourd'hui, même si on pourra, toutes les affaires sont uniques, mais elles reflètent d'un continuum. En fait, et c'est surtout, et c'est ça le problème, c'est que ce continuum-là, c'est le continuum qui est permis par la compétition, la compétitivité même, être toujours dans son starting block, toujours être dans son segment de marché, son électorat. Allez, moi je vais représenter la gauche et l'extrême gauche sur Twitch, et Clément Viktorovitch, lui, va représenter la social-démocratie, etc., etc. Et qu'en fait, on est toujours à chercher le plus petit dénominateur commun plutôt que ce qui nous unit, le plus grand dénominateur commun plutôt que le plus petit multiplicateur commun, ce qui nous permet de nous unir au fond du fond. Et tant qu'on est, et les gens qui justement sont censés nous représenter, sont des représentants, eh bien, ils n'appliquent pas finalement ce pourquoi ils combattent. Et en ce sens-là, moi je retournerai un peu la dialectique. La fin, elle justifie les moyens. Et d'une certaine manière, avec Dany Raz, ce qui devait arriver, arriva. Voilà. Sans prendre. Ou alors les moyens révèlent la fin. Oui, oui, voilà, si on veut. Alors là, on est dans le postmodernisme, du structuralisme, de la structuration. Exactement. Euh, Ça montre que les petits groupuscules communautaristes vont parfois faire aller les gens à l'encontre des convictions qu'ils sembleraient défendre au premier regard. Dire que l'on défend une cause, c'est une chose. Retourner sa veste au moment où un proche trempe dedans, ça décrédibilise totalement l'honnêteté sur le sujet. Oui, ok, c'est pour ça qu'on peut demander encore rencontrer des gens racistes à gauche. Un de nos gifs sera le feu de Michelin et on pourra le spammer quand on veut tout brûler. Oui, oui, si tu veux, Somat. Oui, oui, carrément, carrément, on peut faire ça.
Du coup, Mais de toute façon, on continuera à rencontrer des gens racistes à gauche, pour faire écho à ce que tu dis, Somat. On continuera à rencontrer des hommes sexistes à gauche, voire même des femmes sexistes, même si à gauche c'est quand même plus rare, mais des hommes sexistes à gauche. On continuera à rencontrer des gens qui ont des idées rétrogrades, avec lesquels on a des profonds désaccords, y compris sur la question des comportements à adopter, qu'on va trouver un peu toxiques, qu'on va trouver pas safe du tout. Et est-ce que finalement, il faut les exclure de la gauche ou les inclure de manière à ce qu'ils se remettent en question, accompagnés par des personnes qui ont fait un chemin similaire à celui qu'ils doivent emprunter? Personnellement, je suis d'avis d'avoir une masse de camarades la plus large possible, plutôt que de se rabougrir à seulement les purs qui n'ont jamais fauté de leur vie. Et donc, c'est pour ça que je te rejoins, même si c'est sûr que c'est dur un peu à entendre et que c'est un vrai débat qu'on continuera à avoir. Ma position n'est pas tranchée, n'est pas immuable là-dessus, mais faut dire les choses et qu'ils se remettent en question. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Et donc, l'absence totale de remise en question, c'est sûr que là, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile là, oui, oui, c'est une preuve du déni, là. C'est dans ce clairement une. cas-là. Effectivement, autant Et p- l'exclusion au sens large, avec tout ce que ça peut impliquer d'un camp, est-elle la solution dans la mesure où ce camp il est déjà faible, celui des militants de gauche? Bon, je pense que, en tout cas, il faut mener la bataille culturelle, il faut mener la bataille des idées, et ça implique, y compris, de réfléchir chacun pour savoir comment essayer de progresser et de faire en sorte qu'on puisse, on ne sera jamais totalement clean, on sera jamais totalement propre sur nous, propre dans notre passé, propre dans notre avenir. Il y aura toujours des moments, pas forcément dans la violence pure, hein, pas forcément dans le déni total, mais il y aura des moments un peu border, il y aura des moments, notamment quand la brutalité de la politique et la brutalité de la société qui se fascise fait que nous-mêmes, par miroir, on agit aussi de manière parfois impulsive, des choses comme ça. Eh bien, c'est des choses qui font que il faut être vigilant. Il faut être vigilant, toujours remettre en question nos pratiques, savoir si effectivement la fin justifie les moyens, est-ce que oui ou non, et voilà, toujours interroger ça et garder cet esprit critique en tête, à commencer par un esprit critique vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, Abraham Lincoln, qui va synthétiser ça. Enfin, dans le fond, je vois où est-ce que tu veux en venir. Je dirais pas les mots, mais c'est comme tu les dirais. Ça peut donner l'impression d'affaiblir son propre camp. Mais ça permet surtout de montrer qu'on est capable d'essayer de nettoyer de temps en temps. Et bien sûr, il faut se dire, et ça, c'est un élément, moi, je rejoins, et que je rejoins, et évidemment, il y a notamment Clément Viktorovitch qui a dit ça, nul n'est irremplaçable à gauche. Et par exemple, Danny Caligula, je suis désolé, mais il a la tête d'une société qui embauche 9 personnes. C'est marqué dans l'article. Fun fact, Danny Eraz, c'est plus récent qu'Infoscope. Voilà. Et eux, tu vois, ils ont 9 salariés, ils ont créé un collectif, c'est vachement bien, ils font de la moula, tu vois, ils font vraiment de la moula, et c'est vachement bien ce qu'ils font, et ils ont réussi à arriver mais à une vitesse foudroyante quand on y repense, quand on y pense, à la place où ils sont. Et aujourd'hui, peut-être ils ont brûlé des étapes aussi. C'est aussi ça ce que ça signifie Ce par que je rapport à ça. disais sur effectivement l'absence de maturité politique, et sur le fait qu'ils ont effectivement brûlé des étapes, que ce soit dans leur vie d'adulte ou dans leur vie de militant, hein, Tout à fait. voilà, je pense, hein, Tout clairement, à et fait. que du coup, face à une crise qui est peut-être la principale qu'ils traversent depuis leur création, eh ben, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi, montré leur vrai visage, et leurs moyens ont révélé leur fin, c'est-à-dire une fin qui n'était pas, une cause qui n'était pas si clean que ça. Voilà. Euh, On va s'attaquer à la cause, mais peut-être en deuxième partie d'émission. on va s'attaquer à la cause, Et et ouais, ça va faire écho à beaucoup des choses qu'on a déjà traitées en première partie d'émission, mais et c'est en normal. deuxième partie D'où le titre du d'émission. stream. Pour teaser, ce sera sur un article d'Adam qui sera bientôt publié, et juste après la pause, Donc on se dit je à prends 19h15. l'animation pour
cuisiner Adam sur son article iconoclaste, pour le coup, qui a décidé de cramer la gauche. Voilà, donc pour ça, je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite, juste après une petite pause Je musicale. vais te payer en love, en love. Rebonsoir Goulinoise, rebonsoir et rebonjour, rebon matin si vous nous regardez en replay sur YouTube. Si vous nous écoutez en podcast aussi hein, Oui, sur toutes les plateformes comme oui, c'est vrai. Spotify, Deezer, On vous oublie, mais on vous Amazon aime. Music, je crois qu'on sera bientôt sur Apple On y est, Podcast on y est, aussi. on y est, on y est, On on y y est. est, mais c'est magnifique. Et donc, Et on l'a eu en version gratos, alors que quand on payait la plateforme qui nous hébergeait, PodcastX, on n'avait pas accès à Apple Podcast. ouais. Effectivement, il fallait payer en plus, Ouais, payer en super. plus du paiement qu'on faisait pour rien. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de payer, surtout quand on n'a pas un rond, hein, tu N'est-ce vois. pas? C'est génial, c'est génial. Et donc on va aborder le fléau de la gauche, puisque c'est le titre de ton article, Adam, et c'est Oui, moi qui vais article à poser les chat. questions cette fois-ci. On inverse un peu les rôles pour cette deuxième partie d'émission. Pour cette deuxième partie de Gouline, le fléau de la gauche, sous-entendu, et on va vite le comprendre, l'électoralisme. Oui, C'est l'électoralisme, le fléau voilà, de la gauche. tout est dit. Et donc, on va commencer par une source. Hop. Organisons une primaire des gauches la plus Ça y large est, ça possible commence. par Lucie Castet. Ça commence, ça Lucie commence. Castet, qui est donc l'ex-candidate du NFP à Tu veux Matignon, que je baisse invite ou... les chefs. Non, je vais juste rapprocher le clavier, ça ira beaucoup mieux. L'ex-candidate du Nouveau Front Populaire à Matignon, Lucie Castet, invite les chefs des partis de gauche et écologistes à se rassembler le 2 juillet Abraham, il est 2025 dur. Hein. Je pour pensais discuter d'une candidature commune à la présidentielle. Abraham, il est dur. Je pensais que ce serait sur Manuel Valls. Alors là, par contre, s'il y a bien une chose auquel je suis d'accord, c'est que Manuel Valls, lui, par contre, c'est pas un camarade. Lui, non. Lui, vraiment, pour faire écho au débat de tout à l'heure, c'est sûr. Mais non, là, pour l'instant, on voit la tête de Lucie Castet. Voilà, donc Lucie Castet, qui est une camarade, qui a donc pour le 23 avril Salut, 2025, salut Schlika, le 23 avril 2025, Libération a publié une tribune de Lucie Castet, hein, vous voyez que c'est écrit par Lucie Castet, qui appelle en substance à faire barrage à l'extrême droite par des primaires. 3 conditions pour la victoire. Elle développe. Organiser une primaire juste après les municipales de 2026. Et donc elle donne rendez-vous de se mettre autour de la table le 2 juillet prochain pour poser la première pierre de la victoire. Pourquoi une telle Donc date ça, pardon? Pourquoi une telle date Pourquoi une telle date? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'était Ok. le principal. Ça doit être un week-end. Et c'était le week-end un peu anniversaire du week-end du 7 juillet, peut-être. Mais c'était une Qui a semaine été, avant, non oui, peut-être. Bah Mais écoute. du coup, si c'était un week-end, du coup, le week-end d'après, c'est le week-end du 7 juillet, du coup. Non, non, c'est le week-end du 9 juillet. Et le 9 juillet, c'est trop tard. Avant l'heure, c'est pas l'heure, mais après l'heure, c'est encore moins l'heure. Tu vois, donc, D'accord, ok. début des vacances scolaires, peut-être. Effectivement, peut-être que Lucie Castet a ses enfants qui seront en vacances scolaires le 2 juillet. Bon, peu importe, mais bon, on voit un peu les limites tout de suite. On les voit venir, les limites du truc. Et le deuxième, ah voilà, je peux même le faire comme ça. Ouh là là, magnifique! Ouais. La deuxième source que je voulais vous montrer, c'était Angers Municipal 2026, le PCF pour une gauche unie. Alors, nous précisons d'ailleurs que nous partageons ce bureau avec la section d'Angers du PCF. Donc, on n'est forcément pas tout à fait au courant de tous leurs travaux. Par contre, on est quand même très intéressé par leur prise de position. Et ils appellent notamment à l'union des gauches, puisqu'il y a 3 listes qui se profilent pour les municipales à Angers, ville de Christophe Béchu, numéro 2 d'Édouard Philippe en 2026. C'est une liste grosso modo socialiste avec les écologistes.
et l'après, c'est-à-dire les gens qui ont quitté les Insoumis il y a quelques mois. Vous vous souvenez avec Clémentine Il y a Autain, une liste tout ça? d'autres socialistes, on va dire, autour de la coopérative qui a été créée par Noam Léandri, qui a notamment été dans le cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'écologie. Et il y a une troisième liste qui est celle de l'Union populaire, présentée par la France insoumise, à l'initiative de la France insoumise du moins. Et le PCF appelle à ce que ces trois listes qui sont en train de germer se parlent pour qu'il n'y ait qu'une seule liste. Et je crois comprendre, Adam, que tu vois dans tout cela, autant dans l'initiative de Lucie Castet que dans l'initiative du PCF Angers, à la fois... je sais pas ce que je fais là, voilà, Tu peux pas retourner sur ta liste. voilà tout simplement. À la fois des initiatives qui vont vers l'union de la gauche, mais qui ne prennent pas le problème par le bon bout de la lorgnette, si j'ai bien compris. Alors, voilà. Avant de te répondre sur cette question-là, je vais répondre à Abraham Lincoln. Vous devez faire attention à ne pas les critiquer sous risque de vous faire virer de votre local. Bah, en fait, comme en l'état, ils ont dit qu'ils décidaient pas. Bah, nous, ça nous va, tu vois. Je veux dire, pour l'instant, on va pas se faire virer. Et Ségolène Royal, c'est de gauche, ça dépend. Aux élections européennes, avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est de gauche. Quand elle appelle à une primaire, ou être la première ministre d'une coalition qui irait des Républicains à la France insoumise, à un moment donné, ça a été un peu son trip. Après l'élection législative, c'est moins de gauche. En fait, ça dépend, ça dépend. Euh, bon, pour en revenir sur ces questions. Ségolène Royal, la femme qui veut faire la synthèse entre Jean-Luc Mélenchon et Elon Musk. Oui. Et Bruno Retailleau. Ah, donc c'est comme un film. Salut Regrill. Salut Régril. Euh, En fait, voilà, moi, sur la question des élections, parce que aujourd'hui, je pense que c'est important de remettre les éléments, un élément de contexte, c'est que quand on lit élections et politique, faut pas oublier qu'on est dans le contexte, dans le cadre de la démocratie libérale. La Ve République, c'est la démocratie libérale, qui voit donc la politique, en tout cas les partis politiques, comme une offre politique et les électeurs, les électorats comme une demande politique. Voilà. Et donc, du coup, la manière dont on s'organise dans les élections, ça favorise la compétition, la compétitivité. Et donc, de fait, ça empêche les mécanismes de consensus. Et à la fin, quand même, en politique, il faut trancher. Et trancher par la règle du plus fort, par la loi du plus fort, selon des modes de calcul qui sont de toute façon toujours sujettes à caution, bien sûr. C'est le propre même de la démocratie, c'est un processus. Et en fait, aujourd'hui, il y a quand même une espèce de contradiction auquel on doit toujours on doit faire attention. Et évidente, la réponse évidente, c'est de se dire que l'élection, elle est utile au moment où elle traduit les rapports de force. Ça, c'est ce à quoi sert cette élection. Mais dans ce cas-là, cela pose la question de quelle lutte on va incarner. Et surtout, est-ce que par le calendrier électoral, on est capable de favoriser un cadre de lutte, puisqu'en fait, le cadre de lutte doit en théorie être en permanence, en fait, d'une certaine manière. D'une certaine manière, pour espérer avoir un discours majoritaire. Et donc aujourd'hui, déléguer un peu son activité et penser que le nec plus ultra de la politique, c'est les élections, c'est symptomatique de réduire à peau de chagrin le rôle de citoyen et partant de ça, le rôle de militant. Voilà, de Alors, corps agissant. je me permets de rebondir justement, puisque il s'agit absolument pas d'une critique de la politique, hein, qui est vue là au sens noble du terme, c'est-à-dire la remise en question de la société, de la vie en collectivité, de l'avenir de notre pays, de l'avenir de notre planète en termes de civilisation humaine, d'agir et de permettre à chacune d'avoir voix au chapitre sur justement les grands enjeux qui le ou la concernent. Donc tu ne critiques pas la politique, tu critiques
plus spécifiquement l'électoralisme. Et est-ce que, justement, je vais mettre les pieds dans Je le suis un gros plat gauchiste, j'assume. pour aller justement un peu dans ton sens et pour voir jusqu'où tu Ben vas est dans la complètement d'accord critique. avec moi, hein. Pas tout à fait, mais justement, ce sera l'occasion d'autres questions. Pour vraiment commencer, est-ce que les élections, finalement, et ça a l'air d'être un oxymore, mais ça n'en est pas un, est-ce que les élections, finalement, est-ce qu'elles ne dépolitisent pas les travailleuses et les travailleurs et leurs organisations révolutionnaires? Bah, en fait, tu vois, à partir, faut revenir. Et tu vois, je veux dire, c'est ce que je dis d'ailleurs dans l'article. Je veux dire, à force de vouloir incarner quelque chose, on en oublie ce qu'on doit incarner. Euh, voilà, on peut pas toujours penser les choses uniquement, et certainement pas en politique, uniquement sur le principe de en soi, de la théorie. Tu vois, Abraham Lincoln, moi je trouve qu'il a raison de souligner théoriquement voix au chapitre. Rappelons-nous les législatives. Et d'ailleurs, j'en parlais d'ailleurs en off quand j'écrivais avec Clémence Pinault, à qui je fais un shoot-out. D'ailleurs, Clem, si tu m'entends, même sur les luttes, parce que par exemple, euh, la lutte contre la réforme des retraites, elle a abouti elle aussi à une défaite. Et donc aujourd'hui, euh, la réponse un peu simpliste dirait, ouais, enfin, les deux arguments de dire oui, ça dépolitise les travailleuses et les travailleurs, il y en a autant qui existent, que autant d'arguments qui disent non, ça ne dépolitise pas les travailleuses et les travailleurs. Mais dans toute situation, en réalité, c'est que la réponse, elle est beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, euh, les institutions, euh, si on doit s'en saisir, elles nécessitent de jouer avec ces institutions. Donc, ça implique notamment de fixer son activité en fonction d'un calendrier électoral. Or, est-ce que le calendrier électoral, c'est le calendrier des gens? Hmm. Posons-nous cette question, en fait, à un moment donné. Que vaut les stratégies municipales, par exemple, en avril 2026, là, aujourd'hui, au 12 mai 2025? Est-ce qu'on C'est est sûr. convaincu que, voilà, tu vois, demain, Donald Trump va pas nous... Tu vois, si demain, Donald Trump, il va nous envahir, je dis n'importe quoi, mais vous voyez bien. Je veux dire, je prends l'exemple bah, au plus ridicule, quoi. Et je me permets juste une petite parenthèse. Effectivement, le calendrier des gens, pour par exemple les ouvriers de Michelin à Cholet, c'est que à l'été 2025, il y en a la moitié qui vont se faire virer, licencier sans aucune considération, et qu'en 2026, ils vont complètement fermer l'usine, cesser toute activité de Michelin à Cholet, et eux, ils en ont un peu rien à foutre des municipales et des présidentielles et des primaires de gauche et des machins et des trucs. En réalité, eux, ce qui leur intéresse, c'est leur calendrier à eux, c'est leur travail, c'est leur vie, voilà. Bah oui, exactement. Et qu'en en fait, aujourd'hui, bah, même si, et tu vois, je veux dire, ça c'est un des trucs que dit souvent la France Insoumise, hein, la France Insoumise régulièrement, et je fais fi de toutes les shitstorms que dit de la bourgeoisie, régulièrement, elle est dans cette posture-là, par exemple, d'être cette organisation, ce mouvement politique qui incarne les luttes. Mais c'est une chose de le dire, en fait, mais c'en est une autre de l'incarner, quoi. Mm. Et des gens se sont dit faites mieux, en réalité, le faites mieux de Jean-Luc Mélenchon, il a une histoire lui-même. Il a une histoire lui-même. Et les expériences de révolution citoyenne, entre guillemets, ça a existé. Ça a été la stratégie des socialistes dans les années 70, 80. Et regardez ce qu'ils sont devenus, les sauces. On n'a pas envie d'avoir le même destin qu'eux, quoi. Alors justement, et c'est intéressant, je passe sur la deuxième source que tu cites dans l'article. C'est pas la deuxième source de ton article, c'est la deuxième source que j'ai décidé de choisir dans Oui. ton article. C'est justement celle-ci, 24 février 1848, proclamation de la Deuxième République par Lamartine. Et dans ton article, tu dis, d'ailleurs un peu en réponse à un article de Libération qui disait que Mélenchon, il agissait un peu comme Lénine, avec une brutalité excessive, etc. Et aussi dans le parallèle de LFI qui agit un peu comme le parti bolchevique dans les années 1910 en Russie. Par rapport à ça, tu dis Mélenchon ressemble moins à Lénine que à
Lamartine. Est-ce que tu peux nous présenter qui est Lamartine en quelques mots et pourquoi tu compares Mélenchon à Lamartine? Ouais, bien sûr. Elle était marrante. Elle est marrante la métaphore ou pas? Ou genre Bah personne justement, ne la comprendrait. moi j'ai lu Un peu l'article 10 fois. d'histoire. Yes, Yashlika. Et écoute, si dans cette section-là tu animes avec moi, on boit un coup ensemble. Riri Miaoufan, Free Pirorka. Ah, ça doit être Free Russia. Oh là là, un bot, c'est le moment. Abraham Lincoln. Bien joué. Miam miam. Donc j'avais une... Alors, ça va rappeler des souvenirs à Schlické d'ailleurs. J'avais une prof en L1 qui s'appelait Christiana Pavi, pour pas la citer. J'espère qu'elle est encore, qu'elle est encore en cours à l'université d'Angers. Et elle me faisait rire. On espère qu'elle est toujours parmi nous, quoi. Oui, oui, voilà. Exactement, Schlika, le Dru Rollin. Et en fait, elle était marrante parce que elle avait un accent roumain, elle venait de Roumanie, Christiana Pavi. Et elle n'arrivait pas à dire de le Dru Rollin. Mais cette prof, du coup, elle nous enseignait donc du coup l'histoire politique au 19e siècle avec les différents changements de régime. Si c'est pas un bot et que c'était une blague, ça reviendra demander une libération sous condition. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, Bram Lincoln. Tu vois, toi, tu vois, dans une organisation léniniste, on aurait besoin de camarades comme toi, Abraham Lincoln. Abraham Voilà. Lincoln, je pense que ça pouvait être un bot ukrainien qui s'est fait passer pour un bot russe pour discréditer la cause russe. Mais c'est une élucubration de mon esprit, hein, voilà. Repartons sur tes cours avec... Avec Christiana Pavi. Il Voilà. était une fois une histoire, l'histoire de Christiana Pavi. Hein. Il était Voilà. une fois une histoire, c'est pas mal, j'aime beaucoup comment ça commence. Exactement, l'histoire des cours d'histoire contemporaine avec Christiana Pavi. Et donc du coup, on a beaucoup travaillé sur, bah, justement les changements de régime, le passage de l'Empire vers la monarchie, puis la République, puis de nouveau l'Empire, puis la Commune de Paris, puis la Troisième République, etc. Et celui qui a proclamé la Deuxième République et qui a même proclamé un discours autour du drapeau, parce que la question qui se posait, c'était faut-il un drapeau rouge ou un drapeau bleu, blanc, rouge, déjà à l'époque, en 1848. Eh bien, ce personnage qui est connu aussi pour ses poèmes, hein, je crois Le Lac, c'est un poète romantique, donc il est très dans les effluves d'émotions et tout. Aujourd'hui, on l'étudie plus pour ça que comme stratège politique, parce qu'en stratège politique, il proclame la Deuxième République, première élection présidentielle de la Deuxième République, il se fait latter par Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra donc du coup le fondateur du Second Empire en France. Et donc du coup, moi, juste en étant un peu taquin, moi je trouvais ça marrant parce que j'imagine bien, tu vois, Mélenchon avoir ce destin en fait, tu vois. Ouais. Franchement, tu vois. Mais tu penses que, par exemple, Mélenchon, on peut pas lui enlever quand même qu'il milite depuis fort longtemps pour la 6ème République. Oui. Tu penses que la 6ème République pourrait porter en elle, de par le processus constituant qui est défendu aujourd'hui par Mélenchon ou les Insoumis, pourrait porter en lui les germes d'un nouvel empire? J'avoue qu'en littérature, Lamartine, c'est soporifique dans le style. Moi, je suis pas d'accord avec toi. En plus, j'ai habité rue Lamartine. Force à tous ceux qui habitent aux rues Lamartine. Ok. Et voilà, c'est tout. Bah, en fait, je veux dire, le pire n'est jamais certain hein, dans ce que tu dis. Par contre, aujourd'hui, si il y avait une intervention messianique avec une élection qui porterait un président, qui ferait un référendum pour pouvoir créer la 6ème République, et que après, hop, la sécurité sociale, elle devient super forte, et qu'aujourd'hui, bah voilà, il y a la bifurcation écologique. Si c'était si facile, franchement, ça se saurait, tu vois. Hmm. Franchement, c'est aussi ça qui est un problème, parce que dans la posture, et c'est pas que le problème de la France insoumise, en fait. C'est Ouais, aussi le problème de bien sûr. toutes les organisations. Tu vois, je veux dire, quand on voit les socialistes, mettons, pour les citer eux, quand on voit les socialistes qui aujourd'hui ont du mal à faire le bilan critique de ces expériences où ils ont été au pouvoir. Par exemple, en 2012, les gens, il faut que vous vous rappeliez que les gens, en 2012, les socialistes, ils avaient un pouvoir de ouf. Ils avaient eu le Sénat, ils avaient le Sénat, c'était la seule fois dans l'histoire où la gauche était majoritaire au Sénat. Ils avaient toutes les régions, les départements, les mairies, les députés, le président. Ça leur a pas empêché de faire une politique de droite quand même. Et en fait, aujourd'hui,
le problème, c'est ça, c'est que celui qui ne connaît pas l'histoire, comme dirait l'autre, il est condamné à la revivre. Et dans cette posture, finalement, très, bah oui, jaurétienne, Mélenchon, c'est vraiment, c'est le Jean Jaurès du 21e siècle, bah, il fonctionne un peu comme un ersatz. Et en fait, rien ne dit qu'aujourd'hui, avec sa stratégie, ça va fonctionner, quoi. Ça va fonctionner. Et du peu que je sache, à titre personnel, et de ce que j'observe et de ce qu'on observe dans le documentaire, voilà, on l'observe voilà, déjà en off, il y a differ un tract, pour moi, ça reste bien plus important que d'aller mettre une urne, enfin un bulletin dans l'urne, une urne dans un bulletin, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ce qui se passe en Russie. Oui, exactement. Napoléon III était un empereur. Alors, intéressante la question de Ben. Ouais, bah oui, bah évidemment, heureusement, il a bossé le sujet. Napoléon III est un empereur qui a fondé son pouvoir sur l'adhésion populaire via de nombreux plébiscites. Exactement. Il y avait eu beaucoup d'utilisation d'élections. L'élection n'est pas gage de garantie, bien sûr. Faut faire attention. J'ai entendu dire que si on vote à gauche, la carte vitale, ça laisse fonctionner. C'est une vieille dame qui l'a dit, donc elle doit être sage. Oui, 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 oui. Elle est ministre, non? Et en fait, on l'a jamais vu dans la même pièce que Thomas. Enfin, que Somat Satou, que Tom et Aïe. Peut-être que les deux sont des robots. Voilà, les deux commencent par Jean. Intéressant. Alors pour enchaîner toujours sur ton article qui sera bientôt publié, hein, d'ici une dizaine de minutes, il sera sur le site Infoscope.live et on va justement faire un petit tour sur Infoscope.live vers un article que tu avais précédemment écrit. Voilà, c'est magnifique. Non, ça marche pas. Hop, c'est pas grave. Tout va bien. Voilà. Alors, il n'y a qu'un océan qui nous sépare. Avec sa tête de champion. Trigger warning. Voilà, donc Trigger warning. 9 décembre 2024. Tu avais écrit cet article à ce moment-là sur le fait, en fait, tu faisais le parallèle entre un ouvrier de Flint dans le Michigan, qui est un État qui a historiquement voté pour le Parti démocrate et qui avait voté à majorité pour Donald Trump lors des élections présidentielles de 2024. Et tu faisais un parallèle avec un ouvrier de Cholet qui subissait aussi la désindustrialisation, un ouvrier des Mauges. Voilà, faire l'autruche. Et en fait, tout ça, ça permet de voir qu'il n'y a qu'un océan qui nous sépare et qu'en réalité, l'Occident tout entier est en train de basculer, et pas que l'Occident, mais particulièrement l'Occident est en train de basculer dans une nouvelle ère, que le capitalisme engendre une nouvelle forme de fascisme. Et ce que je voulais te poser comme question, c'est que avec la montée du fascisme, et c'est d'ailleurs quelque chose que tu signifies et que tu évoques dans ton article, c'est le fait que si on gouverne une mairie dans un régime fasciste, pris par les fascistes, on risque de se trouver du mauvais côté de la barricade. C'est la métaphore que tu emploies. Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est avec la montée du fascisme, tout élu est-il un collaborateur en puissance? Bam. 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 Allez, on dit les termes. On dit les termes. De par évidemment son rôle d'élu. Élu collabo. Élu collabo. Élu S. Non, c'est bon, j'arrête. Non, mais en fait, aujourd'hui, là, tu vois, c'est le paradoxe François Mitterrand, quoi. Tu vois, je veux dire, François Mitterrand, il a toujours été à gauche du système en place, même quand c'était Vichy, tu vois. Donc, bon. Sauf quand c'était les années Mitterrand, il était à droite du système en place. Oui, bon. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, bon, non, mais. En fait, c'est quand même, il faut, sans se dire qu'aujourd'hui, évidemment, que les institutions, les institutions semblent être, peuvent ressembler à un outil qui est puissant, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Par contre, aujourd'hui, ce que je reproche, ce qui est problématique en fait, ce qui est problématique selon moi, à gauche, c'est le niveau d'impréparation, l'exigence que ça concerne de gouverner un territoire comme une mairie, comme une région, comme un pays, comme, etc., etc. Je reprends cet exemple-là, mais tu vois, Angers, c'est un truc que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, si on part divisé et qu'on ne fait pas sédimenter les expériences de lutte commune, face à un rouleau compresseur comme Christophe Béchu, par exemple,
la gauche, elle peut jamais y arriver. Elle peut jamais s'en sortir. Et c'est la même chose face à la Donc, droite, donc, face à l'extrême droite en 2027. donc du coup, même si c'est dans une logique électorale, et puis, tu vois plutôt d'un bon œil l'initiative du PCF Angers sur mettre autour de la table les différentes listes pour éviter que des camarades de lutte dans les luttes de terrain se considèrent comme adversaires lors des élections. Et bah oui, mais ça me semble une condition sine qua non. Mais ça, c'est un truc qui a été prouvé à de maintes reprises. La dernière fois en 2024. Donc, il y a rien à voir. Enfin, il y a il n'y a même pas besoin de revenir là-dessus. Moi, la question, c'est qu'aujourd'hui, l'une des questions qu'on ne s'était pas posées justement en 2024 avec le nouveau Front populaire et sa dynamique, c'est aujourd'hui, d'accord, très bien, mais comment on l'exerce ce pouvoir? Comment on l'incarne justement cette question d'exercice du pouvoir des institutions, de reprendre les institutions? Franchement, je suis désolé, mais tu vois, quand tu vois Mélenchon qui parle beaucoup de Lénine, etc., qui est beaucoup dans ce truc du mouvement avec le parti qui gère le mouvement, etc., un truc effectivement d'obédience, en tout cas de tradition assez léniniste. Tu vois, désolé, hein, on utilise les mots en iste, hein, mais voilà, c'est le moment aussi de l'expliquer. C'est qu'aujourd'hui, bah, il y avait une vraie réflexion intellectuelle autour de qu'est-ce que c'est de représenter les institutions. C'est pas un hasard qu'on ait parlé d'Union soviétique et pas d'Union bolchevique ou de je sais pas quoi, tu vois, je veux dire. Mhm. Les soviets, ce gouvernement, par ses assemblées, qui était censé représenter une autre type d'institution dans un même territoire, qui Assemblée est ouvrière, hein. exactement, C'est le propre, et paysanne d'ailleurs. assemblée de travailleuses et de travailleurs. Exactement, exactement. C'était la définition même du soviet, hein. Et, et aujourd'hui, c'est l'un des problèmes avec ça, c'est que ces initiatives-là, en réalité, elles existent déjà. Elles existent déjà. Tu vois? Elles existent déjà et c'est animé par les militantes et les militants, par tous les camarades qui diffent des tracts, qui font ça, etc., etc., et qui aujourd'hui, en fait, sont réduits à être de la main-d'œuvre puisqu'on parle de démocratie libérale, de compétition, de compétitivité, d'offres et de demandes. Ceux qui bossent pour l'offre politique, c'est de la main-d'œuvre. C'est des OS. Alors, des fois, tu as des OS, tu as des techniciens, tu as même des managers. Enfin, tu as même des managers. Et il est là le problème de la démocratie libérale. C'est qu'en fait, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui le dit. Et il a raison de le dire, puisqu'il en est lui-même issu. Quasiment toute sa vie, il a été élu. Ok, il a bossé, bah, il a bossé il y a plus de 50 ans, hein, les gars, hein. Hmm. Je veux dire, après, il a fait que de la politique. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on se dise, c'est que aujourd'hui, bah, de fait, exercer le pouvoir tel qu'on l'envisage là, même si c'est pour combattre le système, et bah voilà, ça prouve, et on en revient à la débat de la fin justifie-t-elle les moyens. Ah voilà, là, on est dans la contradiction flagrante de ça. Parce qu'en fait, tu auras quand même des logiques managériales. T'as pas le choix, c'est le jeu qui l'exige pouvoir justement être compétitif et sortir sur la ligne de départ, dans tous les cas, il faudra avoir des logiques managériales. Et donc là, ça rentre en contradiction avec l'esprit révolutionnaire, quoi. Justement, en fait, l'idée, c'est de ne pas faire de la politique comme les partis bourgeois, de ne pas faire de la politique comme l'État bourgeois souhaite la cantonner, c'est-à-dire aux élections. Et tu penses qu'aujourd'hui, la gauche, on ne parle pas de l'extrême gauche qui a certes une critique très permanente, on va dire, de l'institutionnalisme, de l'électoralisme, mais qui, de par sa nature, l'extrême gauche, elle est très marginale. Elle n'a pas une vocation à entraîner les masses, à être majoritaire. La gauche, elle a vocation à être majoritaire, à exercer le pouvoir. Et pas Tout à fait. seulement le prendre, mais l'exercer. Et effectivement, ça fait écho à plusieurs choses. Déjà, première question, on va dire spontanée, mais tu poses toi-même la question dans ton article, à quoi bon voter si on n'exerce pas le pouvoir après l'avoir pris, entre guillemets, et si on ne se pose pas la question de comment on exerce le pouvoir au moment où on essaye de le prendre. Et ça fait évidemment écho à ce qu'on a vécu en 2024, où la gauche a quand même fait preuve d'assez
forte irresponsabilité. On parlait de Lucie Casté, il a fallu 3 semaines après le 7 juillet pour que le nom de Lucie Casté soit enfin sorti par le conclave qu'on disait à l'époque de la gauche, pour sortir un nom Pourquoi c'est fasciste, ça mate ça tout. Ouais, je suis d'accord. et justement, si le nouveau Front Populaire peut gagner des élections, mais ne gouverne pas malgré le fait qu'il ait gagné des élections, à quoi bon voter nouveau Front Populaire, quoi? À quoi bon voter tout court même presque, tu vois, tu me diras. Et c'est là où on rentre dans cet enjeu où ceux qui vont aller voter du coup, ce sont ceux qui trouvent un intérêt, c'est-à-dire les fachos. Et donc là, on se retrouve donc dans une situation inextricable. C'est qu'en fait aujourd'hui, et c'est ça l'important, peut-être que c'est peut-être ça l'enjeu, c'est que en fait repolitiser la citoyenneté, ça passe peut-être par repolitiser le militantisme en fait. Ouais. Et ça, ce serait ça, en fait, peut-être l'un des enjeux. Je m'explique, mais je veux dire, être un militant politique, c'est pas être uniquement quelqu'un qui est capable de faire des tâches, peu importe lesquelles qu'elles soient. Tu vois, differ un tract, répondre à un commentaire sur Internet, représenter des camarades lors d'une assemblée générale ou dans des réunions ou dans des instances élues, par exemple, avoir un mandat. C'est un bon militant politique, c'est aussi quelqu'un qui est capable de théoriser son action. Et aujourd'hui, eh ben, avec le calendrier électoral, on n'a jamais le temps de théoriser notre action, de la penser, pour pouvoir permettre un monde meilleur. Et même quand on la théorise, en fait, il y a une certaine forme de délégation de cette théorisation à quelques esprits sains. En fait, on le voit très bien. Aujourd'hui, on a souvent tendance à dire, voilà, il y a des tâches d'orga, il y a des tâches de théorisation. Enfin, il y a la bataille intellectuelle d'un côté et le développement des départements, des sections, des cellules de l'autre. Comme si la théorie et l'orga, c'était pas la même chose, alors que l'orga, la théorie, c'est une question d'orga, tu vois. Oh là la team. Oui, bah je sais, j'arrive à la Salut fin, à mais toi, j'arrive. Tristan Beurre de Salut Cacahuète. Tristan, j'espère que tu vas bien. Et ben pour du coup concrètement du coup répondre à ça, c'est qu'aujourd'hui si on ne permet pas aux militantes et aux militantes alors qu'ils sont en demande de ça, de théorisation et qu'on leur fasse confiance et qu'on leur lâche la bride, et en fait en réalité là on est en train d'assister à quelque chose, tu vois, je veux dire on est en train de, enfin c'est limite c'est eux qui nous donnent des leçons par rapport à ce que c'est limite c'est eux qui nous donnent des leçons quoi. Abraham Lincoln qui nous dit si le peuple manifeste pour clamer son point de vue sur une loi, mais qu'on nous l'a fait passer en 49.3 pour ensuite nous dire vous n'avez pas compris que c'était la seule solution et donc que les classes dirigeantes continuent de mépriser et maîtriser les classes populaires, c'est quoi qu'on tente? À quoi bon? Et voilà, non mais tu vois, tu poses les bonnes questions. Alors que quand tu réenchantes ta vie de militant, en fait c'est trop bien. Franchement, moi tu vois, je veux dire, je vais parler pour mon cas personnel, Adam Fourage, tu vois. Je veux dire, moi je suis trop content d'être devant la caméra en train de parler de politique, d'essayer de démocratiser, de participer à la bataille de l'information. Moi c'est trop, ça me fait trop plaisir de réaliser des documentaires, de faire des reportages, et même si c'est dur. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vois mon action politique, mon action de militant, pas uniquement qu'une fois en allant voter, mais ou alors quand il faut aller differ des tracts parce qu'à un moment donné, il faut aller voter. Voilà, moi je la vois et je la théorise au quotidien. Et j'ai pas, je suis affranchi du calendrier électoral ou de l'agenda médiatique. Et en fait, du coup, c'est ça qui permet aussi aujourd'hui de construire, je pense, de manière plus qualitative le rapport de force, puisque on en est tous là, à se poser toujours la question et à faire un petit peu de masturbation intellectuelle, je dois l'avouer, sur le rapport de force, comment on le construit, comment on le pérennise, comment on combat l'urgence et la résistible ascension de l'extrême droite, etc., etc., etc. Et justement, pour rendre ça un petit peu plus concret, deuxième question spontanée, et Oui, merci Abraham Lincoln. et après je passerai sur ma dernière question préparée. Deuxième question spontanée, puisque justement, il faut s'affranchir pour la gauche de cette logique de concurrence, de compétition, de marché, de part de marché électoral. Oui. On a
par exemple des communistes ou des socialistes ou des écologistes qui publient qui republient des sondages, repostent des sondages qui disent que leur candidat ou leur poulain pourrait être devant Mélenchon. On a les insoumis qui rappellent à chaque fois que Mélenchon a fait 22%. Et on a toujours cette logique un peu de part de marché Oui. qui est de part et d'autre dans la gauche, y compris dans la gauche radicale. Et pour s'affranchir de ça et se concentrer justement sur ce qui doit vraiment animer un mouvement de gauche émancipateur et qui doit notamment définir le dépassement du capitalisme, il y a une question à laquelle il faut tâcher de répondre. Et est-ce que de par ton expérience, est-ce que de par ton militantisme, tu as pu explorer la réponse à cette question? Par quoi on remplace le capitalisme? On est tous pour l'achèvement du capitalisme, mais pour le remplacer par quoi? Goulinoise, camarade Goulinoise, la question est excellente parce que je vais pouvoir révéler mon vrai masque. En réalité, je suis un agent du futur et on vit sous le socialisme. Tout va bien, tout va bien. Oui, là, ce qu'on traverse, c'est dur, mais tout va bien, tout va pour le mieux voilà, voilà, d'ici à 5-10 ans, ça va bien se passer. 5-10 ans, Eh, c'est t'inquiète, ultra optimiste, quoi. t'inquiète, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et en fait, au-delà des expériences passées, moi, franchement, abonnez-vous, quoi. Faites des dons, comme dit Abraham Lincoln. Faites des dons. Des luttes qui marchent. Pas, on en a documenté plein. Je veux dire, désolé, je suis futurosceptique, dit Abraham Lincoln. C'est pas mal ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais du coup, des luttes qui fonctionnent pas, bah, on en a documenté, mais des luttes qui fonctionnent, qui font avancer le rapport de force, on en a documenté plein. On a été du soutien, franchement. On a été les camarades de Longueuil Jumelles, les camarades du CHU d'Angers, les camarades pompiers du SDIS 49, les camarades. Enfin, tu vois, je veux dire, pas de Coriolis, de Stellantis. T'avais fait une interview, putain, je me rappelle plus. Eolan, mais Eolan, Eolan est oui. aujourd'hui concerné par un plan de licenciement, donc Bon, c'est pas une grande victoire qu'ils ont mais à obtenue l'époque, en augmentant, en ayant gagné des augmentations de salaire. oui, 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 Effectivement, oui, c'était une oui. belle victoire, Oui, oui, mais à l'époque. c'était à l'époque, et à l'époque c'était il y a moins de 2 ans, hein. Ouais, mais bon, bah oui, non, mais effectivement, effectivement. Mais c'est pour ça qu'il y a toutes ces. Et que tu vois, Jean-Luc, au fond, il est quand même fort parce que tu vois, je veux dire, avec cette thématique de Sisyphe, au moins il a la culture pour lui, quoi, tu vois, je veux dire, et tout. Parce que quand il parle de Sisyphe, de rouler, faites mieux, bah oui, forcément, ça fait appel à quelque chose qui mobilise. Tu vois, victoire Ouais. à court terme, mais victoire quand même. Mais aujourd'hui, des expériences qu'on documente au quotidien, nous, dans Infoscope, bah ouais, il y en a plein. C'est pour ça, moi, je veux dire, moi, mes expériences personnelles, à la limite, on s'en bat les jeteux bout le cou. Vraiment, ce qui est important, c'est ce qu'on vous montre. Franchement, abonnez-vous à Infoscope. Abonnez-vous à Infoscope. Allez, putain, mets le message promo là, s'il te plaît. C'est le moment de mettre le message promo. Encore, encore, Magnifique. Encore, encore. encore un petit. Merci, merci. Ah, ça fait Voilà, du voilà, bien, ça voilà. fait du bien. Non, mais effectivement, abonnez-vous et puis donnez à Infoscope, n'hésitez pas. On vous remettra le lien vers la cagnotte à la Quand elle sera fin prête, quand elle de sera prête. l'émission. Mais dernière question que je souhaitais te poser, et là je ne veux pas que tu sois un agent du futur, mais Dealer du passé. non, pas forcément non plus. Euh, on voit que le fascisme aujourd'hui, c'est le danger numéro un à Oui, court terme, à moyen terme, oui, qu'il y a une internationale de la réaction, une oui. internationale brune qui est présente, et que le fascisme, nous le savons, nous en tant que à la fois personnes qui avons un certain bagage politique et qui avons une certaine connaissance aussi de l'histoire, nous savons En que toute humilité, n'est-ce pas? le fascisme est engendré par le capitalisme. Et Oui, donc, pour s'attaquer réellement à la racine des choses, ce que veut la gauche radicale, c'est au capital qu'il faut s'attaquer. Et c'est le seul moyen d'être débarrassé pour de bon du fascisme et de toute sa barbarie. Pour vaincre le capital, ne faut-il pas administrer certaines institutions? Je finirai là-dessus, sur le fait que tu as l'air de rejeter en bloc la gestion de la commune au gouvernement d'une république
bourgeoise ou d'institutions. On peut même aller jusqu'à imaginer d'administrer la Banque de France ou Mhm, d'autres lieux de pouvoir mhm. politique au sens large du terme. Ne faut-il pas administrer certaines institutions pour faire la bascule qui permettra à un moment donné au travail de prendre le pouvoir sur le capital? Et comment on administre ces Ouais. institutions? Qui les administre? En fait, c'est toujours le même débat. Comment on fait? Tu vois, c'est la question du comment qui pose toujours et qui posera toujours problème, hein, j'ai l'impression, hein, mais c'est ça le débat. Parce que oui, gouverner des institutions comme rempart ou même comme moyen de subversion au fascisme, enfin, ou même au système en place, peu importe qu'il soit fasciste ou libéral, hein, ou capitaliste ou même féodal et tout, c'est naturellement, enfin très logiquement, un levier puissant. C'est indéniable. C'est indéniable. On peut pas faire comme si ce n'était pas vrai. C'est quand même toujours plus facile d'avoir des subventions quand tu es dans une mairie de gauche, hein, par exemple. Mais et donc voilà, il faut Ou une se région de gauche, ou ou un une région. département de Voilà, gauche. voilà, voilà, Et quand voilà. tu es dans une ville de droite, dans un département de droite et une région de droite, t'es sûr qu'être de gauche, t'es pauvre, quoi. Oui, exactement. Mais c'est vrai, mais c'est une réalité Ouais, dans un pays qui est de droite en plus, tu vois. Non, mais ouais. tu vois, c'est une vraie réalité. Dans un monde de droite. Exactement. Mais tu vois, c'est sans être jouer les doomers, mais en fait, c'est que cette question, bah, du coup, ça rejoint à la réponse précédente. C'est en fait, que vaut à un moment donné les institutions, ces institutions-là d'ailleurs, quand elles se font bah, casser la figure, hein, parce que Hmm. je pense qu'il aura échappé à personne que les villes, par exemple, les communes, bah, elles sont étranglées par le manque de soutien financier de l'État, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ils accumulent le déficit. Et après, bah, du coup, en fait, on justifie encore plus d'austérité sur leur dos. Enfin, je veux dire, c'est quand même extrêmement cruel, quoi, pour le rôle des municipalités. Donc, ça réduit de fait le rôle de l'élu municipal, par exemple, pour peser réellement dans le rapport de force. Et enfin, tu vois, je veux dire, il y a guère qui a peut-être Paris, quoi, où en fait, aujourd'hui, on peut avoir un rapport de force quand on est élu municipal. Et encore, quand on a vu le sketch qui a été les Jeux Olympiques juste après la séquence électorale de l'élection législative, où ça a été un peu le paradis du néolibéralisme et de l'industrie française, du luxe, de LVMH et tout. Enfin, franchement, on peut douter aujourd'hui du pouvoir que cela représente à ce propos. Donc, du coup, aujourd'hui, il ne faut pas être dupe. Il faudrait donc trouver l'équilibre qui permette à la fois de prendre le pouvoir par les institutions et que les institutions soient un moyen de subvertir finalement bah, le système qui est en place. Et la ligne de crête, elle est fine, en fait. Elle est fine. Et encore une fois, le problème, c'est que tout le monde la proclame qu'ils vont justement faire mieux. Et en fait, la réalité, et la seule chose qu'on observe en France, voilà, dans la Ve République, en France, et c'est normal, c'est l'une des plus anciennes démocraties libérales, c'est l'un des plus vieux systèmes capitalistes au monde, qui en plus a été même fondateur dans l'hégémonie du capitalisme mondial, quoi. Je veux dire, ça semble normal que bah, l'infrastructure soit solide. Et comment elle montre une infrastructure solide avec une plasticité de sa superstructure, quoi. Et en fait, cette question-là Une de... plasticité qui a permis, par exemple, la sécurité sociale à un moment donné, Oui, alors même dans un que système capitaliste. l'infrastructure était réellement capitaliste, même en 1945. Exactement. Mais aujourd'hui, tu vois, la sécurité sociale, tu vois. Regarde ce qu'elle en est devenue. Et je veux dire, no offense. Moi, je suis toujours pour le principe de la cotisation sociale. Mais quand on va devant une CAF, quand tu vas à la CPAM et que tu dois avoir rendez-vous avec tes agents de la CAF, par exemple, ou de la CPAM, eh ben, je veux dire que tu sois de gauche ou que tu sois de droite, bah, en fait, t'es face à quelqu'un qui te désincarne totalement. Et c'est pas ça la vision que je me fais du déjà là du communisme, par exemple. T'es un matricule, quoi. Ouais, carrément. Et donc, Ouais, bah, est-ce que c'est ça ouais, le communisme? Est-ce que c'est ça le bout de communisme qu'on nous ouais. a tellement Le bout vendu? de Le socialisme. bout de socialisme qu'on nous a tellement vendu? Le Oui, oui. problème serait pas plutôt le libéralisme? Et oui, voilà, subvertir le libéralisme. Et dans la subversion du libéralisme, parce que pendant qu'on est en train de s'acharner sur les questions électorales, tu vois, je veux dire sur les questions politiques, de quelle place sur laquelle on se représente, etc., 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 est-ce qu'on en oublie que bah, le libéralisme, le capitalisme, il existe aussi dans toutes les sphères de la société et du territoire français, que le libéralisme, bah, il existe aussi
dans l'entreprise, il existe aussi dans la vie associative et qu'il faut les combattre aussi dans l'entreprise, aussi dans la vie associative, évidemment aussi dans la bataille des idées et que en fait aujourd'hui tout ne peut pas se résumer à une place, à un conseil. Et c'est un problème qui vaut autant pour la France Insoumise que la CGT. Rassurez-vous sur cette question. C'est qu'en fait, aujourd'hui, à un moment où les enjeux électoraux arrivent, ça y est, c'est comme si on revenait sur nos starting blocks et qu'on va refaire comme si c'était ça. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Et par contre, je ne suis pas un héros. Oui, Voilà, d'accord, merci, ok. ça me fait plaisir de Merci, la chansonnette je avec sens vous. tu es Ah, plein d'entrain, voilà, de bonne humeur. à bout de nerfs. À bout Mais de nerfs. je vais juste quand même terminer par rapport à ça. C'est que en fait, aujourd'hui, la subversion du système, elle doit passer pas par une seule fenêtre, mais il faut être capable de tirer un peu partout, quoi. Et c'est ça la difficulté. Où est-ce qu'il faut tirer pour viser juste, etc., etc. Et on s'acharne sur le système électoral, on s'acharne à se battre pour les élections, alors qu'aujourd'hui, on ne pense pas l'occupation de son entreprise, comment on subvertit les entreprises. Quand il y a des plans sociaux, par exemple, je veux dire, malheureusement, il y a très peu de moments où on parle de reprise par les travailleurs, par les salariés de l'outil de travail via des coopératives. C'est des choses qui, pourtant, qui existent et qui, on le voit bien, dessinent un avenir. Nous, dans notre modèle, par exemple, à Infoscope, et tu vois, je veux dire, c'est un modèle, parce que c'est marrant, il y a une certaine filiation, eux qui les ont tellement critiqués, et nous qui critiquons tellement Dany Erras, qui eux-mêmes ont critiqué François Ruffin et tout. Mais cette idée qu'avec les médias indépendants, qui puissent être eux-mêmes maîtres de leur propre rapport, enfin eux-mêmes maîtres de leur propre outil de production, de leur outil d'information, que l'outil d'information appartienne aux journalistes et aux abonnés. Mais ça, c'est quelque chose qui subvertit le capitalisme, tu vois. Occuper des tiers-lieux, occuper des lieux comme ça, c'est aussi subvertir le capitalisme. Et ce que je veux dire, c'est qu'on subvertit le capitalisme. Des fois, on sait pas, enfin, la subversion du capitalisme, elle se trouve dans des endroits où on ne le soupçonne même pas, en fait. Il faudrait se faire un peu confiance, par exemple. Et dans des endroits où on le soupçonne, par exemple sur la Gouline, évidemment. Mais oui, je Où, sais pas si je dois évidemment, dire merci on ou pas. cherche Bah, absolument à c'est moi qui te dis subvertir merci à le Dragoncorn. capitalisme. Et puis maintenant, l'article est en ligne. Oui. Ça y est, le fléau de la gauche. Alors, si tu peux nous, en quelques secondes, nous dire pourquoi cette photo d'illustration. La vie est un si bon prof que si tu n'apprends pas la leçon, elle se répète. Alors, je vais voir. Il était une fois une histoire. D'accord. Où j'étais en première ES à Joachim du Bellay, dans un lycée de gauchistes qui fument des énormes clopes. Et en fait, c'est un endroit qui est réputé pour être, tu sais, c'est un lycée de théâtre, des beaux-arts. Il y a les gens, ils vont aux beaux-arts après, ils font des options théâtre, ils font danse, TMD. Voilà, mais moi j'étais en ES. Moi, je faisais partie des mecs qui. J'étais pas. Moi j'étais pas dans le bon truc. Alors j'étais tellement jaloux de ces BG de merde qui chopaient toutes les filles dont j'étais amoureux. Ça me saoule. Ça me saoule. Des bons gars, quoi. Des réactionnaires. Lycée Bobo. Alors oui, en fait, c'est aussi le lycée d'Angers où il y a la population la plus pauvre. Mais bon, il y avait un peu de tout, quoi. C'est un peu la magie des lycées de centre-ville, entre guillemets. Ça, c'est un truc qui est sympa, tu vois, quand t'as un peu de mixité sociale. D'accord. Et donc, du coup, et donc, quel rapport avec la moutarde? eh bah écoute, le rapport avec la moutarde, c'est que ça me saoulait parce que ce genre de mec, ils étaient capables de faire ça. La vie est un si bon prof que si t'apprends pas la leçon, elle se répète. Et moi, tu vois, je veux dire, pour impressionner mon auditoire, j'aurais tellement aimé, tu vois, dire ce genre de truc. J'aurais tellement aimé l'écrire, tu vois. Alors je rends hommage finalement à ces ados qui m'ont construit et déconstruit en tant qu'adulte. D'accord. Et donc, le fléau de la gauche est sur infoscope.live et vous pouvez voir qu'il y a même des intertitres. Et oui, c'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Et il y a même, attention, un document qui est le communiqué de presse municipal 2026 à Angers pour une gauche unie au service du bien commun du PCF. Il y a romantisme révolutionnaire qui n'est pas la meute. Donnez au réel un sens concret. Votre soutien garantit notre indépendance. Participez à notre campagne de financement et ce sera le mot de la fin de leur monde, évidemment. Le mot de la dalle. Le mot de la dalle.
ça va être notre cagnotte une fois de plus parce que bon bah visiblement pendant notre stream ça n'a pas décollé, on est toujours à 50 € récoltés, soit 1%. Alors On que- s'attendait à ce que Somat fasse un nouveau don, hein, parce que après tout, peut-être que de don en don, de semaine en semaine et de gouline en gouline, Somat va atteindre les 5000 €. Mais non, il ne Surtout veut qu'il pas. est marginalement plus riche que nous deux. Pas de beaucoup, mais un peu plus, tu vois, je veux dire. Donc, franchement, Somat, s'il te plaît, fais l'effort, tu vois. Voilà, mais tout. Je vais racheter le média et il va couler parce que bon, bah Et voilà. donc, ça arrive près de chez vous, c'est le sous-titre de la fin de leur monde. Ça, c'est l'affiche de la fin de leur monde. Donc, le documentaire sur lequel nous. Faut que ça se mette à jour, peut-être, dit Staffy. Oui, non, nous mais travaillons. au moins, tu peux observer notre superbe affiche. Et franchement, et la photographie, on a pris du temps à y réfléchir. Votre somme l'aurait. Ouais, C'est en fait, c'est un vrai screenshot. Hein. C'est même pas une photographie, c'est un screenshot d'une de nos vidéos. Non, mais Donc le pour mec, vous il dire que la qualité de notre travail cinématographique, hein, N'est-ce pas, attention, n'est-ce pas, attention. n'est-ce pas, Oui, n'est-ce pas, oui, oui, n'est-ce tout à fait. n'est-ce pas Vous pouvez voir que ChatGPT a bien fait le boulot. Et que vous pouvez donner de 5 à 200 €, voire même à partir de 1 € jusqu'à 50 milliards d'euros, hein, si vous voulez. Exactement. Voilà, Bernard Arnault, si tu nous écoutes, donne 50 milliards et va te faire foutre. Voilà, je sais pas si ce sera striké ou On pas. fera on fera des donation goals si vous voulez. Voilà. Par exemple, je ferai un slow avec Bayrou. Je sais pas Allez, pourquoi. Bernie. Bernie Sanders ou Bernie Arnault? D'ailleurs, t'en penses quoi du PFC qui monte en Ligue 1? J'en pense que j'aurais préféré que le PFC monte en Ligue 1 avant d'être acheté par le fils Arnaud. Oui, j'avoue, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Donc, ok, bah merci en tout cas pour cet entretien, mon petit Ben. eh bien de rien. Et puis donc on se donne rendez-vous de toute façon lundi prochain pour une nouvelle gouline. Oui, D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur notre YouTube si c'est pas fait, à venir sur Twitch si c'est pas fait, si vous nous regardez sur YouTube ou si vous nous là, pour le écoutez futur, sur podcast. Voilà, là, pour le futur, là, regardez, là, appuyez là, ici, là. Vous voyez, là, entre Ben et le ficus, là. Ok, d'accord. Ok, d'accord. J'ai rien compris, mais j'imagine que c'est pour YouTube, utile. c'est pour YouTube, c'est pour YouTube. Si c'est pour YouTube, alors tu veux tout pardonner. Merci. Sur l'oreille de Ben, Oui, pour sur appuyer l'oreille. sur mon oreille, Dans le ça micro, porte chance. c'est mieux, Faut voilà. tirer ma barbe aussi. Si vous me voyez dans la rue, ne me demandez pas un autographe, donnez-moi direct un coup de poing indirect dans les côtes. Hein, Qu'est-ce qu'il raconte? c'est la rançon de la gloire, hein, tu vois. Oui, je vois. Ça ne rime strictement à rien. Ça ne veut rien Ça veut dire que l'heure est dépassée, qu'il est 20h06, l'heure de la fin. Bah oui, mais en même temps, c'est toi qui gères le stream hein, maintenant. Donc, Oui, c'est moi je te qui gère le laisse, stream. Donc, je te ce que laisse je vous gérer. propose, tout simplement, c'est à ciao, bonsoir. Ah, ciao, bonsoir. Et pendant ce temps-là, moi, je...